Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail des bulles et du pixel, où l'on parle, on décortique de l'actualité, de l'écosystème, de la pop culture. Alors aujourd'hui, émission un petit peu particulière, exceptionnelle. Tout d'abord, toute l'équipe d'Hyperlink se joint à moi pour vous souhaiter une merveilleuse année 2019. Non. Bah écoute. Non, moi je ne suis pas les ordres de Is No Good. Bah, tu fais bien d'en parler, puisque émission particulière ensuite, parce que dans le jingle, ils ont dit Karel et son équipe. Or, ce n'est pas Karel à la présentation, mais Il est là. Alexis. Vous m'avez déjà vu autour de ce plateau pour déblatérer à propos de diverses choses, notamment MGS dernièrement. Mais vu le thème de l'émission d'aujourd'hui, les Isekai, Karel, tu souhaitais être en plateau parce que tu as beaucoup de choses à dire. Sans doute moins que nos invités. Nos invités, justement. Puisque la vie des transitions, c'est un métier. Nous avons donc deux experts d'Isekai autour de ce plateau, même peut-être quatre en fait, mais bon. Esteban Green, bonjour. Salut. Bonjour Esteban. Alors tu es vidéaste et chercheur à l'université de Lorraine. C'est ça. Sur quoi portent tes travaux? Moi, de base, je travaille sur les jeux vidéo. D'accord. Et globalement sur comment les jeux vidéo peuvent nous influencer, etc. Comment on apprend des choses avec en jouant. D'accord, ouais. Très bien. Eh bien écoute, j'imagine que tu auras beaucoup de choses à nous dire. Guillaume Cap, bonjour. Bonjour. Alors toi, tu es ancien responsable com chez Ototo. Et aujourd'hui, tu travailles chez Japan FM. Et voilà, effectivement. Et c'est à cause de toi qu'on a des Isekai en France? C'est à cause de moi, c'est à cause de toute l'équipe Ototo. Je n'étais qu'une infime partie de la team Ototo. D'accord, très bien. Mais écoutez, vous pouvez, je regarde si sur Twitch nous avons déjà des gens qui nous saluent. Ils se bousculent. Bonjour Phenom, bonjour Flying Space Cowboy, bonjour MyOobs, bonjour tout le monde et ceux que je rate. Bonjour. Aujourd'hui nous allons parler d'Isekai, mais pas que. Avec en compagnie de Damien quand même. Bah justement. Vous allez aussi avoir des critiques. Oui. Deux critiques de la part de Damien, puisque voilà une autre première. Damien en plateau, bienvenue Damien. Salut. On a déjà pu t'entendre dans Hyperlink, mais c'est la première fois que tu es physiquement avec nous. Alors ça fait quoi d'être en plateau là comme ça? C'est cool, surtout pour parler d'Isekai. T'es un spécialiste aussi, puisque je crois que ton blast sur Twitter c'est Prof Isekai, non? Ouais, tout à fait. Tu sais de quoi tu parles. Ok, donc tu vas nous faire une critique de Tensei Shitara no Slime d'Attacken. C'est-à-dire moi quand je réincarne en slime. D'accord, donc tu vas parler que d'Isekai aujourd'hui. Ouais. Et toi Karel, fais-nous parler de quelque chose? Alors moi je vais parler de Gris, qui est un jeu qui est passé entre les mailles du filet de notre bilan 2018. Mais voilà, tu m'as offert un petit billet pour l'eShop Nintendo, du coup j'ai rattrapé mon retard et je suis ravi de pouvoir parler de ce jeu aujourd'hui. Eh ben écoute, très bien. Mais avant cela, c'est l'heure des news. Je vais commencer par vous parler d'Activision Blizzard. C'est pas la première fois que j'en parle, mais aujourd'hui, ces derniers temps, on a eu quelques news. Il y a un grand jeu de chaises musicales chez les directeurs financiers de chez Activision et Blizzard. Alors qu'on apprenait il y a quelques jours le renvoi du directeur financier de chez Activision, on apprend dans la foulée le départ de la directrice financière de chez Blizzard. Il s'agit de deux événements qui apparemment n'ont pas de lien entre eux. Concernant Activision, le renvoi de Spencer Newman en poste depuis mai 2017 a été notifié le 31 décembre aux autorités financières américaines. Ce dernier va rejoindre en fait Netflix et on ne connaît pas exactement la temporalité des annonces puisque en fait il aurait été renvoyé mais visiblement il était déjà en bise avec Netflix avant. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Netflix cherchait un directeur financier depuis cet été parce que l'ancien en place était là depuis 14 ans et ils avaient besoin d'avoir un renouveau. Le successeur de Newman est bien connu de chez Activision puisqu'en fait c'est son prédécesseur Dennis Durkin qui va reprendre son poste. Donc en fait c'est là les chaises musicales. Concernant Blizzard cette fois, Amrita Ahuja quitte le poste de directrice financière pour rejoindre Square. Pas Square Enix, mais Square qui est une société de paiement mobile américaine. L'identité de son successeur n'est pas connue, mais on ne peut pas s'empêcher de penser aux derniers articles de Kotaku, notamment de Jason Schreier, qui parlait de l'influence grandissante du département financier sur le créatif chez Blizzard. Et donc un changement de stratégie est en cours chez Blizzard, et peut-être que ça fait partie de ce changement de stratégie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Karel. Le changement de stratégie, il serait effectif s'il forçait Blizzard à finir leur jeu rapidement, avec des modèles de microtransactions dans tous les sens. Or, ce n'est pas le cas. Il laisse à Diablo 4 le temps de se faire. Donc à titre personnel je ne pense pas qu'Activision soit en train de bouffer Blizzard. C'est juste que Blizzard prend son temps pour faire les choses bien. D'accord. Après Diablo, tout ça, là on a vu ce qui s'est passé à BlizzCon cette année, donc et je suis pas forcément leur client non plus, donc peut-être que mon analyse a des limites aussi. D'autres réactions dans Activision Blizzard, ça parle pas trop, on sait pas. C'est-à-dire, en tout cas pour Blizzard, j'ai peut-être plus le côté Blizzard qu'Activision. En tout cas, en ce moment, ils sont très très occupés avec tout un tas d'affaires autour d'Overwatch. Donc peut-être aussi qu'ils ont d'autres jeux qui sont tout aussi importants à s'occuper, quoi. D'accord, très bien. Très bien, à suivre donc ce qui va se passer.
Karel, tu vas nous parler de Ojiro Fumoto, monsieur Tout à fait. Downwell, qu'est-ce qui se passe? Alors il y a du rififi chez Nintendo, Ojiro Fumoto qui s'était fait connaître effectivement pour Downwell dans 2015, petit jeu indé de chez Devolver, Super très sympathique, on descendait un roguelike dans un puits en tirant à la verticale, était arrivé chez Nintendo en décembre 2015, c'était officialisé en mai 2016 et il s'avère qu'il a quitté Nintendo récemment. Voilà, une petite bisbille avec le développeur. On ne sait pas sur quoi il a travaillé, on ne sait pas exactement quel était son poste, on sait juste que les relations ont été un petit peu tendues car au moment de communiquer sur son départ de Nintendo, il a posté une très jolie photo de Miyamoto avec un flingue, ce qui donne à peu près l'ambiance au bureau. Donc voilà, on ne sait pas sur quoi il a travaillé. A priori, ça devait être suffisamment important pour que Miyamoto veuille mettre son grain de sel dedans, donc à voir. C'est peut-être intéressant de voir que c'est un peu la fin d'un état de grâce aussi entre Nintendo et les indés, parce qu'on se souvient qu'il était venu chez Nintendo au moment de dire bah voilà, les indés c'est cool, venez, etc. Que là on voit que la philosophie indé s'accommode pas forcément très bien de la chaîne de commandement en interne chez Nintendo. Oui, il a dit qu'il voulait reprendre son indépendance en fait et qu'il voulait travailler sur les sujets qui lui tenaient vraiment à cœur, donc effectivement on peut penser que Nintendo avait un peu trop son mot à dire sur le sujet. Karel. Oui, et on rappelle quand même que Downwell arrive sur Switch le 31 janvier. Exactement. Comment bien commencer l'année, Karel, en parlant de Persona? Oui, mais pas que. Oui, Sega qui fait des belles résolutions pour 2019 avec l'officialisation tout d'abord de Persona 5R, qui serait donc le fameux remaster de Persona 5 qu'on attend. Peut-être qu'enfin les 3 mois à la fin du jeu seront remplis avec du vrai scénario et pas une sacrée ellipse. Voilà, petit coup de gueule, désolé. Mais le meilleur jeu de tous les temps a ses défauts aussi. On ne sait pas encore de quoi il sera question, on aura plus d'informations en mars. Rappelle quand même qu'il y a 2 autres noms de domaine qui ont été annoncés pour Persona 5 pour 2019, dont forcément un jeu de baston P5 Arena, dont Arc 6 devrait logiquement s'occuper une fois qu'ils auront terminé Grand Blue Fantasy. Parenthèse fermée. On a également des moutons qui envahissent Steam. Alors ça c'est encore autre chose. Ce serait l'annonce de Catherine qui arriverait sur PC. Dans les mois, dans les semaines qui viennent, on ne sait pas encore. Mais un compte intitulé Sega Dev a posté une photo de mouton sur la page Bayonetta de Steam. Bayonetta qui était un petit peu le vœu pieux de Sega en disant voilà, on va mettre nos jeux sur PC aussi. Entre temps on a eu Yakuza, on a eu également Vanquish qui a rejoint le catalogue, Valkyria Chronicles aussi, Valkyria Chronicles qui a accueilli un mouton aussi. Donc ça commence un petit peu à se voir. On se dirige sans doute vers un Catherine Vanilla et pas un Catherine Full Body. Full Body sera plutôt sur PS4, mais c'est intéressant de voir que Sega commence à intégrer Atlus dans sa philosophie de voilà, on a mis Platinum Games sur PC, on met Yakuza sur PC, et maintenant on met Atlus sur PC aussi. Donc ce sera intéressant. Catherine n'est pas le titre le plus grand public d'Atlus. Non, c'est un puzzle game, un peu le boss final du puzzle game de niche hardcore avec les codes du visual novel en plus. Donc voilà, mais c'est un jeu fantastique à voir, notamment lors des compétitions e-sport qui se déroulent dessus. Ah oui, je crois qu'il y aura de la coop sur Full Body aussi, donc ce sera intéressant à voir. D'autres choses du côté de chez Sega? Très rapidement, parce que je pense que l'heure tourne et qu'il faut aller vite, mais un petit remake teasé peut-être par le patron de la Sonic Team, celui de Sonic Adventure, figurez-vous. Voilà, se livrant une interview de Retro Gamer, il a dit ça a l'air sympathique, ça fait 20 ans qu'on n'a pas fait Sonic Adventure, pourquoi pas on va le refaire. Et puis voilà. Très bien, on verra. Très bien, à voir. Donc Damien, tu vas nous parler de Glénat? Ouais, tout à fait. Alors, je t'en prie. Glénat a balancé 3 nouveautés pour cette année. Pour l'instant, on a Tokyo Revenger qui est un Furio. Donc, je sais pas si vous voyez à peu près ce qu'est le Furio, c'est du manga de voyous, ça n'a pas jamais trop marché chez nous. Mais c'est un peu différent parce que ça parle de voyage dans le temps. Donc ça peut être intéressant. Des racailles qui voyagent dans le temps. Voilà, des racailles qui voyagent dans le temps pour sauver le présent, voilà. Et Glénat semble vouloir miser dessus pour Japan Expo peut-être, on ne sait pas, en tout cas ils le mettent bien en avant pour l'instant. Donc voilà, à suivre. S'ils sortent le tome 1 en avril et le tome 2 en juin, c'est qu'ils misent sur Japan Expo. Ça sent Japan Expo, on est d'accord. Avec une invitation de l'auteur peut-être. Peut-être. Ah non, pas d'info. Attention. La deuxième, c'est Humanitas, qui est un one-shot, qui sera proposé en grand format, donc le format roman graphique, qui attire les gens qui n'aiment pas la BD d'habitude. Voilà. C'est le premier titre du mangaka, le dessin est plutôt pas mal, donc à suivre, encore une fois. Et la dernière news, c'est du One Piece. Bon, encore One Piece, toujours chez Glénat, ça change pas, mais cette fois, c'est du light novel. Et là, du coup, c'est intéressant parce que peut-être que Glénat est en train de tâter le terrain pour avoir One Piece en light novel maintenant, et peut-être des trucs originaux qui ne sont pas des dérivés plus tard. À voir. Est-ce que pour toi, ça pourrait être un bon ambassadeur pour le light novel, Guillaume ?
Je pense oui effectivement. De toute façon, donc à l'époque où je travaillais chez Ofeld, on était tous enclins à dire que de toute façon il fallait qu'il y ait plus d'acteurs sur le marché du light novel. Ofeld seulement, ça c'était très compliqué parce que ce qui a fait aussi le succès du manga, c'est que on a commencé avec très peu d'éditeurs et ce qui a fait agrandir les rayons, au-delà de la production de chaque éditeur, c'est le nombre colossal d'éditeurs qui sont arrivés par la suite. Donc là on voit qu'il y a Pika qui s'est lancé avec Pika Roman, il y a Kurokawa avec Goblin Slayer. Il y a aussi mine de rien Komiku qui s'est lancé avec Vatican Examiner, et puis il y a aussi eu les anguilles démoniaques en thriller cette fois-ci. Donc voilà, et puis Glénat c'est un éditeur emblématique quoi. Il y a quand même une grosse structure derrière Glénat. Voilà, ça peut être que positif que voilà, si Glénat en tout cas décide de se lancer sur le marché du light novel. Esteban, qu'est-ce que t'en penses? Moi, le light novel, quand on me parle de ça, tu vois, c'est vraiment un truc que je raccroche à l'isekai. Parce que il y a beaucoup d'isekai qui viennent du light novel. Ça tombe bien, on a peut-être l'occasion d'en parler. Très bien. Damien, cinéma maintenant, je crois? Ouais, alors on a des infos sur Dragon Ball Super Broly. Bon, ça arrive, ça y est, maintenant on le sait, c'est sûr. Ouais, enfin. Mais on va avoir des avant-premières avant la date. Alors, la date de sortie officielle, c'est le 13 mars. Mais on aura des avant-premières le 23 janvier au Grand Rex pour les Parisiens. Bon, désolé, c'est déjà complet. Il y a une deuxième date qui a été annoncée le 24. Ah, voilà. Pour les retardataires. Merci. Foncez. Et le 26 janvier pour le reste du pays. Enfin, presque, parce que du coup, il y a des gens qui n'y auront pas droit, à savoir les Marseillais et les Lyonnais. On embrasse Pierre. Pas Dragon Ball à Marseille, c'est une erreur stratégique majeure. Hein. Franchement, alors là, je suis totalement d'accord, effectivement. C'est terrible. Bon, s'il y en a qui aiment les Saiyans bleus, il faudra aller se consoler peut-être en salle si vous n'avez pas d'avant-première près de chez vous. Moi, je me vois pas faire le déplacement jusqu'à Paris, pour une fois. Mais pourtant, c'est ce qui t'empêche pas de venir chez nous. Ouais, pour pas les isekai, c'est plus intéressant. En fait, il aurait fallu qu'on fasse l'émission Isekai le week-end de l'avant-première. D'accord. Okay. Ça aurait marché. Une autre sortie, je crois. Mauvaise coordination. Une autre sortie, alors tout à fait. Alors si vous en avez marre des Saiyans bleus, vous pouvez penser peut-être aux oiseaux bleus du coup, parce que Liz and the Bluebird arrive chez Eurozoom et ça sera pour avril le 17. Donc chez nous, il s'appellera Liz et l'oiseau bleu au lieu de Liz and the Bluebird, c'est la version internationale. Voilà, il avait été déjà diffusé à Annecy. C'est un film qui est raccroché à la série Sound of Phonium qui était chez, si je me rappelle bien, Crunchyroll. Oui. Voilà, prévu pour sortir bientôt normalement. Il y a un coffret qui est déjà sorti. La saison 1 est déjà sortie, la saison 2 on attend. La saison 2 on attend. Voilà. Très bien. Ben on va, d'accord, je te remercie. Vite fait, est-ce qu'on peut commencer par Liz and the Bluebird ou est-ce qu'on est obligé de voir Phonium avant? Alors moi je conseillerais plutôt de voir Sound of Phonium d'abord. D'accord. On a fait du jeu vidéo, on a fait du manga, on a fait du cinéma. On va parler série un petit peu rapidement pour conclure ce point news. The Punisher, saison 2, arrive sur Netflix. Alors c'est le 18, c'est ça, c'est le 18 janvier prochain. Il y a un trailer qui est sorti, je sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir. Chaud. Vous avez, non, oui. Il me semble l'avoir vu. Ouais. D'accord. C'est assez intéressant puisque ça intervient après l'annonce de l'annulation de Daredevil, qui était quand même la série majeure Marvel Netflix. Ouais. Ça pose la question de la suite, parce que les seuls qui n'ont pas encore été annulés, c'est Jessica Jones et The Punisher. Alors est-ce qu'on va avoir la saison 2 de The Punisher et celle la 3 de Jessica Jones, et puis après basta, on n'aura que les séries Netflix sur Disney+. Ça, effectivement. Mais The Punisher était un petit peu à côté. La première saison a été plutôt bien reçue, mieux reçue en tout cas que Luke Cage ou Iron Fist. Bon. Est-ce que c'est la fin, vous pensez? Alors moi je pense que si Netflix peut parvenir à un deal avec Marvel, s'il y a une série à garder, c'est celle-là. Je pense aussi. C'est-à-dire qu'elle a plus de choses à raconter. Le Punisher, tu peux toujours faire des trucs ludiques en termes de mise en scène avec ce personnage-là. Et c'est pas sur le scénario qui va se distinguer, The Punisher. Voilà. Donc c'est là d'être reparti là un petit peu comme avant. Enfin, toujours la justice avec des gros coups de fusil à pompe, et puis avec Jigsaw qui maintenant est vraiment Jigsaw. C'est ça, avec le méchant in the making de la saison 1 qu'on te refourgue en te disant en fait non, il est encore in the making pour la saison 3. Ça aurait pu être la même chose avec Daredevil, mais c'était annulé. Ensuite, rapidement, on a eu un teaser plus qu'un trailer de Mewtwo contre-attaque Evolution Pokémon 22. Full CGI qui sortira au Japon le 7 juillet 2019. On ne sait pas encore si ça va sortir chez nous. Est-ce que vous avez pu voir ce teaser de Mewtwo en CGI? Ouais. Et alors? Bah pourquoi pas. Après, ça a pas l'air d'être repris plan par plan du premier film. Du coup, à voir ce qu'ils en font. Vous l'avez vu, Esteban ou Guillaume? Vous avez eu... Alors, j'ai vu le teaser popper comme ça, pareil. Ça a pas l'air non plus. Voilà, ça fera sûrement grincer des dents à certains fans de la première heure. Mais après, je pense qu'il faut aussi s'adapter à son temps. Il faut tester des choses. Et comme tu l'as dit, ils reprennent pas le premier film plan par plan, séquence par séquence. Donc voilà, ça peut être. S'il y a une adaptation à la technologie,
technologie. Plutôt oui, et toi Esteban Moi j'ai envie de dire, c'est peut-être un petit peu plus contrasté dans le sens où moi je suis un très très gros fan des dernières saisons de Pokémon. Enfin, j'aime beaucoup l'animation. Soleil et Lune. Ouais, Soleil et Lune est très bien. Vraiment merveilleuse. Mais je me dis en même temps que voilà, un Pokémon en CGI façon japonais, on en discutait un petit peu. Ça peut être une bonne préparation au Pikachu, Détective Pikachu, qui là va être vraiment encore plus dans la production américaine, photoréalisme, un peu différente. voilà, C'est la transition. Voilà, Alors, c'est pas les mêmes productions, mais Effectivement, oui, tu formulais sous cet angle-là, c'est intéressant effectivement dans la mesure où ça peut être un film pour familiariser le public Voilà, japonais avec la CGI pour Détective Pikachu pour qu'il le boycotte pas quoi. je sais pas si c'est un objectif fondamental, mais je dis juste qu'en tout cas ça peut nous préparer visuellement à... Ouais. En termes de gestion d'identité de marque, crois-moi, la Pokémon Company, voilà. Ouais, ils savent gérer. Ils savent gérer. Ouais. Et rapidement pour conclure, ça peut-être Karel, tu pourras en parler mieux que moi, Carmen Sandiego. Bah écoute, moi je vois, il y a beaucoup de gens qui râlent sur Twitter après ce trailer, l'idée d'en faire un petit peu la cambrioleuse qui cambriole les méchants cambrioleurs, enfin voilà. Trop bien, Katsai. D'accord. Voilà, non, mais c'est Sly Cooper. Ah oui, C'est effectivement. Sly Cooper en fait, c'est-à-dire ouais. qu'il coupe l'herbe sous le pied de nos gentils français de Technicolor qui sont en train de faire une série sur Sly Cooper, pardon. Donc dans ce sens-là, effectivement, on peut rager un petit peu, mais non, ça a l'air plutôt joli, ça a l'air Moi, sympa, j'aime ça a bien, l'air frais. Moi, voilà, ça m'intéresse. Une petite esthétique, je disais hors antenne, les pubs Canderel des années 90, Oui. avec des petits camailleux, des petits dégradés. Non, moi je dis ok, je demande qu'à voir. Très bien, et bien écoutez, merci beaucoup pour ces news. Tout de suite, on s'écoute Black Ballon de Denzel Curry. On revient juste après pour les critiques. À tout de suite. Karel et son équipe toujours pas donc, mais de retour en plateau, ça va, vous avez apprécié votre pause musicale. On a de l'eau maintenant alors qu'on n'avait pas d'eau avant, donc tout va bien, tout va mieux. Tu sais que ça. j'ai 2 yeux pour te fusiller à chaque fois que tu fais une remarque comme ça. Hein. Attention. Hein. Je profite de mon siège. Alors, bah écoutez, ça va être l'heure des critiques. Karel, tu vas nous parler de Gris. Et puis à fait. Damien, tu vas nous parler... Comment tu dis déjà ? Tensei Shitara Slime Dadaken. Mais c'est de la merde! Et Karel, oui. Alors j'interromps parce qu'il y a Phenom qui précise Sly Cooper en octobre, 52 épisodes. Très bien. Tout simplement. Et Voilà, c'est important de signaler à ce moment-là de l'émission. Très bien. Bah, justement, comme Gris. tu as la parole, garde là et parle-nous Tout à de fait. Gris. Alors Gris, c'est quoi ? C'est un jeu, je l'ai dit, qui est passé entre les mailles de notre filet à la fin de 2018. C'est un jeu de Nomada Studio, qui est un studio barcelonais, qui signe son premier jeu avec Devolver, ou même son premier jeu tout court. Ce qui est un petit peu particulier dans la mesure où c'est un jeu un peu contemplatif, introspectif, poétique, dans le catalogue plutôt testostéroné de la maison Devolver à base de néons et de néo-nazis et de pistolets laser. Très rapidement, on va jouer Gris, qui est donc une petite fille qui perd sa voix à l'issue d'un traumatisme qui n'est pas explicite et qui va être un peu derrière l'intrigue, derrière le voyage, qui va du coup voyager à la recherche d'un remède pour retrouver sa voix. D'accord, donc c'est un pitch intéressant mais qui fait quand même un peu penser à Journey. Est-ce qu'on n'est pas face à un énième Walking Simulator ? Alors effectivement, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas de mort, il y a juste la direction artistique qui va porter le voyage. Donc effectivement, il y a pas mal il y a une filiation. Mais la tendance générale du jeu, c'est quand même qu'il utilise les mécaniques de la plateforme 2D. Contrairement à Journey qui c'est plutôt la plateforme 3D contemplative avec des morts possibles dans Journey d'ailleurs avec les gros serpents etc. Bref, vous avez fait Journey. Ce qui est intéressant, c'est que là, en fait, le gameplay est dépouillé suffisamment pour que le joueur se concentre sur la puissance d'évocation des images, comme chez Journey, sauf que tu as des power-up façon platformer 2D qui sont porteurs de sens eux-mêmes. C'est-à-dire que dès le début, Gris va pouvoir transformer sa robe en pavé. Donc c'est la lourdeur, c'est l'allégorie un peu de la dépression quand on ne peut pas se lever le matin par exemple. Puis elle va avoir le double saut, puis elle va pouvoir nager et réapprendre à se mouvoir dans un espace. Et le gameplay va s'enrichir au fur et à mesure en fait, et on va vraiment rentrer dans une autre expérience. Donc on est dans un jeu qui est beaucoup plus riche, qui a beaucoup plus de niveaux d'appréciation à mon sens. Également, à chaque mouvement qu'on débloque, on va avoir des couleurs qui vont s'ajouter à l'image. Donc il y a vraiment un continuum ludonarratif qui est très intéressant sur toute l'expérience qu'on va avoir. Et rien que pour ça, ça lui permet de se démarquer du papa Journey. D'accord. Très bien. Et alors du coup, son habillage artistique, vraiment, ça n'a pas de différenciation par rapport à d'autres jeux de ce genre. Oui, c'est un tour de force artistique en fait. C'est-à-dire que tout ce qu'on a pu voir ailleurs, à mon sens, Gris le fait mieux. Tout simplement parce qu'il a une direction artistique qui se donne les moyens de pousser, je dirais, la puissance d'évocation des images ailleurs. Par exemple, on va marcher dans une tempête de sable, mais on va la traverser
comme on ne l'a jamais vraiment traversé dans un autre jeu, précisément parce qu'il y a un power-up qui permet de le faire. Et ce power-up, c'est la persévérance, c'est le caillou, la tempête de sable, je vous fais pas un dessin. Et l'expérience est portée par Berlinist, qui est un groupe de musique espagnol, qui va faire de la musique un peu à la Philippe Glass, avec des envolées d'orgue, façon un peu interstellar aussi, surtout sur la fin. Les effets d'aquarelle aussi visuellement font pas mal penser à Child of Light, mais en plus épuré, avec notamment, j'ai dit, des superpositions de camailleux qui vont s'ajouter au fur et à mesure, avec une profondeur de champ qu'on va redécouvrir, et donc peut-être aussi une vision du monde, une intégrité d'un corps qui se reconstruit aussi. Corps, pourquoi ? Parce que le jeu prend de manière littérale, je dirais, la phrase « ton corps est un temple ». C'est-à-dire que le jeu commence par une statue qui s'effondre et au fur et à mesure la statue va se reconstruire et notre vision du monde avec et la construction des niveaux avec. Et à ce titre, petit coup de gueule sur God of War, Gris réussit à faire du backtracking intéressant parce que justement le backtracking avec les couleurs qui se superposent permettent de réexplorer les niveaux. Tout ce réseau en fait converge vers une métaphore qui est évidemment le dépassement d'un traumatisme. Ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez avoir la vraie réponse derrière le jeu, vous avez des collectibles dans les niveaux pour aller trouver une cinématique cachée qui est un petit peu avant la fin du jeu, que je vais pas vous spoiler. Sinon, les images et la direction artistique est suffisamment évocatrice et large pour qu'on puisse y projeter des expériences personnelles aussi. Donc c'est un jeu qui est assez fantastique là-dessus. Et dernier point, c'est aussi un art du dosage. C'est-à-dire que le jeu dure 3 heures. Il n'y a pas une minute de perdu. C'est-à-dire que le jeu se donne suffisamment de temps pour déployer ses bonnes idées, mais ne se laisse jamais suffisamment de temps pour en avoir des mauvaises, ou en tout cas pour s'éterniser dessus. Et rien que ça, ça fait que c'est un jeu qui, c'est 15 euros, c'est entre 15 et 20 euros, quelque chose comme ça. Oui, mais 16,99 € sur Switch, je crois. Oui, c'est ça. C'est 3 heures extrêmement bien dépensées, il n'y a pas de gras. C'est vraiment le jeu se tient de lui-même. Et voilà, c'est une expérience à traverser, à vivre. Donc je recommande énormément. Gris, c'est une expérience. Ça aurait été dommage de passer à côté, surtout qu'en plus il est sorti dans une fenêtre pas très simple. Au mois de décembre, il y avait les Game Awards. Trop tard pour en avoir, trop tôt pour avoir ceux de l'année prochaine. Mais c'est pas pour ça qu'il faut passer à côté. Très bien, donc tu recommandes chaudement. Chaudement. Qui a joué à Gris ici ? Je joue pas aux jeux vidéo. Personne. D'accord, donc ça c'est dit. Et qu'est-ce que ça vous inspire quoi de ce qu'on a pu voir des images de Gris et ce qu'on a dit Karel, qu'est-ce que ça vous inspire ? Écoute, c'est marrant, c'est ce que je disais avant de prendre l'antenne. En fait, c'est j'en parlais avec mon ami, moi juste il est là pendant les fêtes de fin d'année. Parce qu'il a téléchargé il a pris sur le PlayStation Store Journée. Et justement, donc il me parlait, il me faisait découvrir, parce que pareil, je suis pas trop un gamer quoi. Et il me faisait découvrir et il m'a dit j'ai repéré aussi Gris. Donc voilà, il m'a expliqué, il m'a montré un peu le trailer et tout, des démos. Et je trouvais ça vachement intéressant. Moi, c'est plus, je me tournerais plus vers ce style de jeu à l'heure actuelle plutôt que vers des jeux qui vont prendre 10, 20, 30, 40 heures, etc. Voilà, comme tu dis, c'est 3 heures, mais c'est 3 heures bien dépensées quoi. Et puis quand t'as pas beaucoup de temps, c'est sympa ce genre de jeu qui se termine assez rapidement quoi. Et qui se refait très bien. Voilà, qui se refait exactement. Puis ça raconte une histoire, c'est beau. Voilà. Pareil de votre côté, vous, Stéban, toi, Moi, clairement, c'est un jeu que j'attends énormément. Alors, j'ai pas encore pu y jouer parce que je suis en ce moment sur Breath of the Wild, encore une fois. Donc, j'ai passé les 200 heures sur ce jeu. Donc, 200 heures bien dépensées aussi. Bien dépensées aussi, voilà. mais du coup, Gris, c'est un jeu, en fait, qui s'inscrit dans toute cette... Aujourd'hui, il y a tout un mouvement de jeux vidéo autobiographiques ou biographiques qui abordent ces problématiques. Il me semble en 2016, après 2015, en 2015-2016, il y a That Dragon Cancer qui sort, qui raconte une histoire terrible qui est la perte de son enfant et comment la famille survit par rapport à ça. Et là, Gris, on n'est pas sur les mêmes problématiques de vie, mais on est sur des problématiques qui font partie de la même famille de situations de vie, etc. Et des choses avec lesquelles les joueurs et les joueuses peuvent rentrer en empathie. Et donc, alors, premièrement, ça c'est mon sujet de recherche. Quand je dis j'étudie les jeux vidéo, j'étudie spécifiquement ce genre de jeux vidéo. Mais alors en plus, Gris, il a rameuté énormément aussi d'artistes sur Twitter. On voit, il y a une communauté assez folle et très très bienveillante autour du jeu. Et donc ça, c'est aussi un signal fort pour dire que le jeu, il faut pas passer à côté quoi. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le complément, je dirais, à Céleste.
C'est-à-dire que si on n'a pas envie de jouer à un jeu difficile avec c'est très très bien par exemple pour une expérience équivalente à celle de Céleste pour éveiller quelqu'un qui n'a jamais joué à un jeu vidéo par exemple. Voilà, Oui. ça c'est c'est vraiment un jeu que je recommanderais à quelqu'un si vous voulez faire découvrir les jeux vidéo aux gens et leur montrer que c'est pas uniquement des machettes dans la gueule des néo-nazis, ce qui ça en fait des très bons jeux aussi, hein, attention. Pas tout le temps, que c'est mais pas tout le temps God of War. Voilà. Donc, En gros, voilà, typiquement Gris est un très bon jeu à présenter pour introduire le médium jeu vidéo à des personnes qui seraient un petit peu sceptiques. Très bien, et bien merci beaucoup Karel, j'ai également fait le jeu et je suis tout à fait d'accord avec toi, c'était vraiment une expérience très très agréable. Damien, Ouais. ton tour, tu vas nous parler de moi quand je me réincarne en slime. Ouais, parce que cette émission elle est spéciale isekai, hein, donc quoi de mieux que de piocher dans l'actualité avec son exemple le plus représentatif à ce jour, hein, à savoir j'ai nommé Tensei Shitara Slime de Taken, moi quand je me réincarne en slime. Bon, on va abréger, on va l'appeler slime hein, parce que c'est un peu quand même. Oui. Voilà. Hein. Voilà, Préférable. Donc, il est sorti en manga chez Kurokawa l'an dernier. Je le recommande parce que le dessin de Taki Kawakami est très fin. Et ici, je vais me pencher sur l'anime qui a démarré en automne et qui est sorti chez Crunchyroll. Donc l'isekai, on va passer par 4 chemins parce qu'on va l'aborder en long, en large et en travers pendant toute l'émission. Hein. C'est des gens qui se retrouvent dans des mondes de fantasy, voilà, dans des univers parallèles bien sûr. On en reparle plus tard. Donc slime, c'est un isekai tout ce qu'il y a de plus classique, Alors, si on c'est- peut dire ça. Vraiment tout ce qu'il y a de plus basique, ou presque. Alors en fait, moi quand je me réincarne en slime, c'est l'histoire d'un salaryman japonais mort brutalement réincarné dans le corps d'une créature à l'apparence chétive, slime, voilà. Sauf que le héros est faible que en apparence, et il possède en réalité des pouvoirs et des capacités uniques, on va dire. Qui font de lui un être beaucoup plus balèze que ce qui en donne l'impression parce qu'on dirait plus un Kirby bleu quoi. Voilà. Et ça va pas s'arranger quand il assimilera Veldra, le dragon des ouragans. Voilà. Remet à cette occasion l'Imul Tempest. Mhm. Notre petite boule bleue va faire son chemin dans la grotte dans laquelle il était né pour voir la lumière du jour. Arrivé dehors, sa puissance déborde et irradie dans toute la forêt. Il fait paniquer tout le monde, t'as les oiseaux qui s'enfuient. Voilà, ça démarre bien son aventure. Il tombe nez à nez avec des gobelins totalement paniqués, désemparés et en situation de crise. Mhm. Il les prend sous son aile, dans son village, il devient chef de leur village. Et il se trouve un objectif un peu noble, c'est de créer un lieu où toutes les espèces de monstres pourraient cohabiter en paix, loin des hommes et de ce qui pourrait leur faire. Donc qui a dit que Civilisation c'était chiant? Pas moi, hein, c'est surtout plus intéressant à regarder qu'à jouer, voilà. Donc ce que tu dis par là, c'est que c'est pas un isekai classique. Ouais, non, en fait ça en a l'odeur, ça en a le goût, mais ça en a pas la texture. On est dans un pur isekai, hein, c'est un monde fantasy, t'as des dragons, t'as des gobelins, de la magie, une interface de jeu vidéo, hein, voilà à la base. T'as des compétences, des montées de niveau, mais on part pas sur le schéma classique du héros qui rejoint une guilde et qui part à l'aventure. Là, on est sur un personnage qui est dans un mode statique, on va dire. Une fois qu'il est dans son village, il en bouge plus vraiment, tu vois. Il est sur quelque chose de « Oh, on est bien ici », puis il va finalement commencer à vivoter par-ci par-là pour aller recruter d'autres gens qu'il va ajouter à son crew, et voilà, c'est un peu comme ça qu'il va se faire des alliés, et puis qu'il va se monter une garde rapprochée, on va dire. Donc, voilà. L'autre petite différence, c'est que Slime, c'est pas graveleux, hein, parce qu'on a remarqué quand même que Fripon, mais pas graveleux. voilà, un peu fripon, hein, Ouais, un tout petit petit peu, peu, hein. voilà, légèrement. Si on est familier du isekai, on sait que les isekai, ils aiment bien gratter sur le ecchi et sur l'esclavage aussi de temps en temps, hein, voilà. Hein, on On en remarquera. parlera plus tard, ouais. On en parlera plus tard. tu ouvres une parenthèse grave là, attention. Voilà. Il y a une tendance malsaine à mettre du fan service un peu partout. Slime, ça pas trop ça. Il n'y a pas besoin de ça pour faire de l'audimat. On se fascine assez facilement pour les personnages qui sont attachants, qui sont drôles en plus. Hein, notamment Gabiru. Hein. Voilà. Ah oui, meilleur personnage. Hein. Voilà, on est d'accord. Et on n'est pas sur un titre qui tape dans un mélange de bonnes valeurs de droite à la japonaise avec du cool Japan. Là, pour le coup, on pourrait presque même dire que c'est de gauche en fait, parce que finalement, la vision de Limul, c'est quand même. Esteban n'est pas d'accord. C'est une utopie, oui. C'est une utopie, Il voilà. essaye. On est sur un mec qui essaie quand même de créer un monde parfait où tout le monde serait heureux, et voilà. Donc voilà, c'est quand même plutôt mignon comme objectif de base. C'est porteur d'espoir, le voir se battre contre vents et marées et contre des adversaires qui veulent pas que ça se mette en place,
bah, t'as envie de le soutenir, voilà, donc enfile ton gilet. Bon, il y a donc Vraiment, Attention, hein. toutes les portes ouvertes d'un coup là. on peut dire qu'il y a une véritable nouveauté, il y a de la réflexion, il y a quelque chose en tout cas. Mais alors en termes d'animation, ça donne quoi? Alors 8-bit d'ordinaire, ça fait pas rêver, hein. C'est pas dans Slime que tu vas avoir ta dose de Sakuga fait par Nakamura, hein. Toutefois, Ok. ça veut pas dire que c'est pas bien foutu. Donc si c'est pas fait avec de la castagne franche régulièrement, ça veut pas dire que quand ça se tape dessus, c'est moche. C'est quand même très joli, il y a une très belle production value. Donc les mimiques des personnages, le faciès, ils ont une jolie couleur aussi. Il y a une façon de faire l'animation de telle sorte à ce qu'on remarque bien les textures. C'est très joli, c'est très soigné de ce côté-là. Alors c'est pas spectaculaire, mais c'est très bien fait. Voilà. Et même sur la CG, parce qu'il y a de la 3D dedans, c'est utilisé pour faire la voix du sage qu'il y a dans Slime, parce qu'il entend une petite voix quand il parle dans sa tête. Il n'est pas tout seul. Réveille-toi, Léon. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a un design assez unique qu'on retrouve pas dans le manga d'ailleurs. C'est une spécificité de l'animé et c'est très bien retranscrit de cette façon. Voilà. Donc pour en finir, parce que je suis beaucoup trop long, Un petit peu. quand je me réincarne en Slime, c'est fun, c'est pas prise de tête, c'est pas glauque, c'est proprement réalisé, ça révolutionne pas les Sekai, mais ça lui redonne une vraie valeur et ça ose un pari différent de ce qu'on a d'habitude. Voilà. À l'heure actuelle, et sans compter ce qui est sorti avant 2010, c'est la meilleure adaptation à ce jour en fait. D'accord, et on a Galaxis qui nous dit gilet caille jaune. voilà. Qu'est-ce que vous l'avez vu cet animé, Stéban, tu l'as vu? Ah, moi je l'ai lu surtout. Tu l'as lu, et, d'accord. Et alors je vais pas dire que c'est quelque chose qui est de gauche, mais par contre, je suis d'accord avec Prof Sky pour dire que c'est vraiment un truc, c'est très candide, c'est très plaisant à la lecture. Il n'y a pas de gros soucis, tu vois, de gros enjeux. Tout le monde se met pas sur la gueule pour se frapper avec des gros enjeux sociétaux hyper hardcore trash. Non, tu vois, il n'y a pas tout ça. D'accord. Donc c'est quand même ça se laisse parcourir. On apprécie très rapidement les personnages, dont le personnage principal. Vous mentionnez le petit gobelin Gabilou qui est Gabilou, c'est l'homme lézard. c'est l'homme lézard. C'est l'homme lézard. Ah, mais moi je confonds avec le petit Non, c'est Gobuta, toi. C'est Gobuta. Gobuta, ouais. Non mais Gobuta, meilleur perso. Le chef de la cavalerie. Voilà, mais ils sont tous attachants. Et ça, D'accord. c'est quelque chose qu'on retrouve pas forcément dans beaucoup d'autres Isekai sortis en France. Très bien. Guillaume? Écoute, moi, c'est pareil, ça serait peut-être un de mes coups de cœur de l'année 2018, fin d'année 2018. Je te rejoins par rapport au. Alors, moi, j'ai à la fois lu le manga et regardé l'anime. Pour le coup, l'anime est une très bonne adaptation du manga, je trouve. Tu parlais des dessins de la mangaka Taiki Kawakami. En plus de ça, voilà, nous pour moi il a une petite histoire un peu style puisqu'on avait un peu travaillé dessus à l'époque où je travaillais chez Ototo. C'est un des titres qu'on a repéré parce que Taiki Kawakami est également la mangaka, la dessinatrice du moins du manga Alderamin on the Sky. Donc voilà, et donc non, ouais, c'est très beau graphiquement. L'anime il est cool, il est rythmé, très beau. Au niveau de la bande son, c'est top aussi. Là on entend l'opening en fond sonore, c'est vraiment c'est top. Et tous les personnages, encore une fois, je vous rejoins, ils sont super attachants. Donc c'est que du bonheur, quoi. Karel, au lieu de poser pour les photos, qu'est-ce que t'en penses? Oui, bah écoute, il se passe des choses hors champ dans cette émission. Écoute, écoute, moi j'ai vraiment adhéré parce que ça a été. Je voyais le Isekai d'un un peu extérieur avant et c'était vraiment le déclic en fait. Le moment où je me suis dit ah oui, enfin je peux entrer dans une série Isekai. Et je recommande, c'est une bonne série pour commencer peut-être, Ouais. je pense. C'est un bon début. Moi, ce qui m'a fait beaucoup rigoler en fait, c'est que c'est une série qui prend le parti de faire un petit peu les dieux sont tombés sur la tête, mais où c'est la bouteille de coca le héros en fait. Au début, t'as vraiment un côté un peu comme ça, mais sans justement ce côté, justement, il joue des stéréotypes un peu de proto-racistes inhérents à la fantasy, où justement le héros va essayer de faire coexister tout ce monde-là et dépasser justement les stéréotypes des uns et des autres et essayer de créer une communauté.
c'est vraiment très drôle, il y a beaucoup de décalage. La romance un peu survolée, malheureusement, j'en dis pas plus parce que voilà, ne spoilons pas le tome 1 du manga, ce serait dommage. Non, franchement c'est vraiment intéressant, on en garde quelque chose. Et puis les personnages sont tous très attachants, surtout Gabilou. Voilà, Gabilou, meilleur perso. Meilleur comic relief. Très bien. Et puis ça rend hommage aux gobelins aussi, parce que c'est vrai que comme tu disais, voilà, par rapport à Fantasy, souvent un peuple, voilà, qui est. Il suffit de voir Goblin Slayer. Hein. Effectivement. Voilà. On a Phenom qui nous dit sur le chat que c'est la première fois qu'il ne comprend rien à un épisode d'Hyperlink, et ça tombe bien puisqu'on va pouvoir commencer notre débat après la pause musicale. Merci beaucoup messieurs pour vos critiques très instructives et très intéressantes. J'espère que ça aura donné envie à nos auditeurs de jouer, de lire, de regarder. Mais là on va s'écouter Crossing Fields de Lisa, l'opening de Sword Art Online. De retour en plateau pour commencer notre grand débat sur les isekai. Ça va, je tiens à dire que je suis pas responsable des pauses musicales, ça reste toi Karel. Je plaide coupable. D'accord, très bien. Donc, tout va bien, vous êtes prêts, vous êtes chaud pour notre débat? C'est chaud. Méga chaud. On est chaud. $50 que j'ai raison. Je tiens le pari. On se sent visé. Je monte à $100. Bon, l'isekai. Qu'est-ce que l'isekai? Peut-être que Esteban, tu pourrais nous éclairer? Eh bien, avec plaisir, ouais. En fait, quand j'ai commencé mes recherches un peu sur le sujet, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que isekai, on met tout et rien dedans. Donc voilà. Donc typiquement, déjà, si tu prends l'axe définition isekai, c'est isekai, donc c'est un autre monde. C'est vraiment littéralement, c'est la traduction du mot. Maintenant, qu'est-ce que ça nous donne comme définition? En fait, ça nous donne juste une donnée topographique. En fait, on sait que s'il y a un genre de l'isekai, ça se passe autre part qu'ici. C'est pourquoi en fait il y a plein de débats sur sur le genre, est-ce qu'on peut parler de genre? Moi au final j'entends pas vraiment ça comme un genre parce que ça vient se raccrocher à d'autres. Tu vois, par exemple, quand on parle d'isekai, on parle aussi beaucoup de tensei. Le tensei, c'est la signification, c'est la réincarnation. Parce que il y a dans beaucoup d'isekai, le plot initial, c'est quelqu'un qui meurt, soit par suicide, soit parce qu'il se fait renverser par un camion. Par ce fameux camionneur. Par le même camion. C'est la seconde cause de décès d'ailleurs dans les isekai, les accidents de la route, je crois. C'est ça. Ce qui est tout à fait logique, en tout cas, c'est tout à fait bien représenté dans les mangas. Et donc, tu vois, on s'aperçoit d'un autre truc. Voilà, le tensei, ça vient donner une nouvelle définition. Enfin, ça vient compléter la définition de l'isekai. D'accord. Il y a encore un autre truc. Oui. Tu vois, il y a un sous-genre de tout ça, c'est le VR MMO. Oui. Donc là, on vient parler de l'isekai qui se déroulerait potentiellement dans un monde numérique. Et donc moi, quand je définis en fait les isekai, je définis pas ça en disant voilà, c'est tel canevas scénaristique ou etc. Ça n'a pas de sens. Par contre, je viens représenter des processus. Est-ce que des codes en fait. Je viens chercher des codes et je viens chercher en fait surtout est-ce que ça se passe dans un monde numérique ou dans un monde analogique. Par exemple, typiquement Grimgar, ça se passe dans un monde plutôt analogique, alors que Sword Art Online, c'est un monde numérique. Et ensuite, je viens chercher la quantité de mécaniques ludiques qui sont insérées dans l'univers. D'accord. Guillaume, est-ce que tu as quelque chose à ajouter à cette définition? Non, bah écoute, je trouve que Esteban a bien fait le tour. Hein. Il a même parlé, du tensei. C'est vrai que voilà, c'est souvent quand on entend parler de tensei, on dit que voilà, c'est un sous-genre de l'isekai. Mais c'est vrai que étant donné toi que tu considères pas l'isekai comme un genre, on va dire que le tensei est une autre mécanique. Qui utilise la base donc d'être envoyé dans un autre monde, mais cette fois-ci via une réincarnation, donc via une mort. Donc après voilà, ça dépend encore une fois comment les gens voient la chose, mais en tout cas non, sur la définition, il y a rien d'autre à dire. Hein. Karel? Non, mais je vois que sur le chat ça réagit beaucoup à la question de Sword Art Online. Je vais passer la parole à Damien après pour qu'il puisse nous en parler, mais toi ta définition. Ma définition de l'isekai, oui, disons, je dirais que ce qui est important, c'est vraiment la découverte par un protagoniste d'un monde qui n'est pas le sien, d'en comprendre les codes pour pouvoir agir dessus. Après, tout dépend de est-ce que ce monde est une interface pour rentrer à la maison ou est-ce que ce monde a une valeur pour lui-même et on a envie d'y rester. D'accord. C'est autre chose. D'accord. Et après, c'est là qu'il y a un débat épistémologique sur l'isekai, c'est si tu peux rentrer chez toi, est-ce que c'est vraiment un isekai? C'est ça, voilà. Et là, je passe la parole à Damien. Souvent, on parle de SAO sur Sword Art Online comme étant
celui qui a amené ce raz-de-marée qu'on connaît des isekai, mais je crois savoir que certaines personnes autour de ce plateau ne sont pas d'accord pour dire que Sword Art Online est un isekai. Alors, on va pas faire la liste des qu'est-ce qu'un isekai ou pas un isekai, mais quelles sont les caractéristiques par exemple que tu pourrais trouver ou ne pas trouver dans une œuvre et qui en ferait ou non un isekai. Damien. Alors, selon moi, en fait, si tu rentres chez toi, c'est que c'est pas un isekai. En fait. Si tu peux rentrer à loisir autant que tu veux à ta maison, c'est pas vraiment un isekai. C'est pas un autre monde. C'est juste quelqu'un qui joue à World of Warcraft et tu suis ses aventures, quoi. C'est pas vraiment. Disons, il faut qu'il y ait la notion de piège. Voilà, il faut une notion de piège. Non, vous n'avez pas l'air d'accord. Pas de piège parce que Sword Art Online c'est un piège. Sword Art Online est un piège. Il y a un piège dans la première saison. Voilà, c'est et un après piège. ça se dernière développe sur d'autres trucs, donc c'est différent. C'est pour ça en fait, c'est même en fait définir par, on va dire des leviers comme ça, comme le piège. Même ça, on peut être piégé au final, c'est le cas de le dire, parce que bah voilà, c'est vrai qu'on se dit voilà. Les isekai, ça part sur le principe d'un piège. Bah ouais, mais Sword Art Online, que ça soit dans l'Arcane Crad ou l'Arc Alicization, c'est un piège également. Donc, Alicization, est-ce que c'est vraiment un piège? Esteban, peut-être. Ouais. On va pas spoiler. En fait, il y a. Quand j'avais fait, j'avais fait une petite recherche sur. Sur le genre, et en fait vraiment j'avais beaucoup de mal en conclusion, tu vois, j'avais beaucoup de mal à me dire voilà, c'est tel canevas, c'est telle structure narrative avec tels enjeux et tels aboutissements, que tu vois vraiment qu'est-ce qu'on doit trouver au début, au milieu, à la fin. Pourquoi ? Parce que en fait aujourd'hui la production de BD, de bande dessinée japonaise est tellement prolifique et tellement industriel dans le sens tous les jours tu vois popper une ou deux jusqu'à 5 séries sur des sites agrégateurs de mangas, de scans, etc. Donc en fait t'as vraiment des producteurs, des créateurs, des mangaka qui testent tout et n'importe quoi. Et donc si tu viens pas compléter l'isekai par le tensei pour te dire ok, il y a un mec qui se réincarne, il va être piégé dans un monde univers. Ou alors si tu viens pas compléter l'isekai par c'est du VR MMO, parce que il se retrouve, moi je fais partie de la team qui considère Sword Art comme un isekai. Pourquoi ? Parce que tout simplement ça met en place des protagonistes dans un univers numérique, j'ai précisé. Donc on sort de Slime, on sort de Shield Heroes, on sort de plein de choses, mais ça vient préciser la chose. Et au final, tu vois, même l'intention, le fait du retour chez soi, ça va trouver un fondement dans certaines séries. On peut penser à Konjiki no World Master, qui est un très bon truc aussi, où en fait le mec se définit, enfin le héros principal se définit par seulement sa volonté d'explorer le monde pour rentrer chez lui. Mais t'en as à chaque fois que tu vas tenir un argument un peu trop essentialiste sur le genre, t'as des dizaines d'exemples qui viennent te contredire immédiatement. Si on remonte un petit peu le genre de l'isekai, on en parle là, mais on a des exemples dans la littérature, notamment occidentale. Je pense peut-être à Alice au Pays des Merveilles, à Oz, ce genre de choses qui peuvent être considérées comme partageant des codes des isekai. Alors pourquoi est-ce que l'isekai est japonais ? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la culture japonaise, dans la société japonaise qui explique que l'isekai soit une chose japonaise ? Bon, je dirais que c'est une question de contexte sociopolitique déjà, c'est-à-dire que tu as plusieurs facteurs. Souvent, de manière récurrente dans les gros isekai qui marchent bien, je pense à No Game No Life ou des choses comme ça, on a un personnage qui est un peu un marginal dans la société actuelle, même dans Slime, c'est le cas. C'est un personnage marginal qui va trouver sa place précisément parce qu'il change de monde en fait. Et à mon avis, ça parle à une partie de la sphère otaku, une partie du public qui trouve dans l'isekai, je dirais, quelque chose une vision satisfaisante d'univers alternatif, d'autres possibilités d'agir sur le réel, etc. Après, le risque, c'est justement, est-ce que tu t'enfermes dans la fiction en niant le réel ? C'est encore autre chose. Mais et puis il y a tout un rapport effectivement avec le portrait un peu caustique des salaryman, des suicides aussi, etc. Donc l'isekai, c'est aussi un rapport, je dirais, à l'altérité, concilier les contraires entre la réalité, la fiction, etc., qui est très prégnant dans la production manga et japanime. Et puis enfin le mouvement Cool Japan qui a été fortement soutenu par les politiciens japonais au début des années 2000 pour soutenir que les fictions japonaises c'est cool, donc il faut dans un certain sens
je dirais, brosser son public dans le sens du poil, et certains isekai le font très bien. D'accord. Ça, c'est Damien, mon avis. Sujet. Pour revenir sur le coup de Japan, effectivement, il y a des titres qui font du coup de Japan. En fait, on a des trucs sur la bouffe, etc. Des tomes et des tomes. Genre, on a ici. Les isekai avec des restaurants et tout. Mais il y a souvent aussi des enjeux fondamentaux des personnages principaux, c'est de retrouver la bouffe japonaise dans leur autre riz. monde. Ouais. Il y a deux choses importantes dans l'isekai, c'est le riz et les sources chaudes. Quoi. Ouais. Ah non, mais par exemple, dans Slime, la romance, le trait de base de la romance, c'est que c'est un personnage qui a l'air d'être japonais. Ah bah elle est japonaise, puis hop, salut, ça va. Effectivement, Voilà. cette façon, en fait, d'un côté dans les isekai, on sent que les personnages ils veulent s'échapper de leur réalité et de leur monde, mais d'un côté ils veulent vraiment récupérer certains éléments de leur monde. Donc tu parlais de la nourriture, c'est le cas quasiment dans tous les isekai, parce que même dans le Slime ils parlent de la nourriture, quand ils retrouvent le goût, quand ils peuvent se transformer, voilà. Il y a le gorison, bon voilà, tout ça, la nourriture, il y a voilà, dans le Slime encore une fois avec la romance, c'est des bons exemples. Et pour repartir sur ce que tu disais sur le contexte un peu social, c'est ce qui fait que l'isekai est vraiment une catégorie, un genre, on va dire ça comme ça, de japonais. C'est le fait que oui, effectivement, la société japonaise, il y a cette difficulté il y a ce stress, il y a cette pression, il y a le taux de suicide. C'est des personnes qui ont envie de s'échapper. Et d'ailleurs, c'est le but un peu des littératures de l'imaginaire. Les littératures de l'imaginaire, c'est pour s'échapper de la réalité. Et l'isekai en est un bon exemple, parce que voilà, c'est typiquement que des personnages, que des héros qui veulent échapper à leur vie un peu merdique, on va le dire clairement. Et voilà, alors faire une sorte de reset, comme disait Pauline Croquet, ou voilà, du c'est monde, ça, voilà, ou elle citait Grégoire monde. Hello, je ne sais plus. C'est ça. Comme tu as la parole, je vais te la laisser. Parler maintenant de la France. Tu as une certaine expérience dans l'édition. Oui. Alors, bon, l'isekai en France, ça reste confidentiel, mais c'est quand même important. Oui, c'est un genre qui fonctionne très bien. Comment on fait découvrir l'isekai? Comment on le localise? Comment on le market? Comment on fait pour que l'isekai fonctionne en France? Alors, déjà, on va pas parler, quand on va acheter une licence, on va pas utiliser le terme isekai en tant que terme marketing. En tout cas, sur Ototo, c'est jamais ce qu'on a fait. On n'a jamais utilisé le terme, même dans les communiqués de presse. Au final, on l'utilisait très rarement, le terme isekai, puisque on se rend compte à la fois que les gens qui font partie de cette communauté, on va dire les lecteurs, les fans d'isekai, savent très bien quand un titre est un isekai ou non. Donc, on n'a pas besoin de leur dire. Par contre, et c'est là où ça peut être dangereux d'utiliser le terme isekai, c'est qu'il y a toute une communauté qui n'aime pas l'isekai. Voilà, c'est un genre qui va diviser, comme Sword Art Online divise la communauté. Donc si on emploie le terme isekai, on risque de se restreindre d'un certain public. Donc on va parler on va présenter le titre d'une façon très générale, et clairement quand on va commencer à dire c'est un garçon, c'est un homme qui meurt, qui atterrit dans un autre monde, c'est pas la peine de le cacher. Bon voilà, comme tu l'as dit, ça fait partie des principes même, c'est la définition même de l'isekai, on n'a pas besoin de le rajouter, quoi. Donc c'est-à-dire que par exemple, isekai c'est un keyword que tu emploierais au moment de présenter un manga à un lecteur, je sais pas, sur une convention. Voilà, non, oui, non, pas forcément. Non, mais moi je pensais, voilà, tu présentes le manga à l'oral, mais on verra jamais le mot isekai sur une pancarte à Japan Expo. Non, alors voilà, si par exemple je devais moi bosser en tout cas sur l'isekai ou à l'époque, voilà, ou sur Ototo, non, j'aurais jamais dit il faut absolument mettre isekai sur une couverture de manga en 4ème, ou alors absolument sur un habillage de site ou autre. Non, on n'a pas besoin de le mettre, ça, parce que justement ça peut restreindre, et le but d'un communicant c'est de vendre son titre à un plus large public. Bien sûr. Surtout quand on est sur de la fanbase, cette fanbase est au courant que tel ou tel titre est de l'isekai, que tel ou tel titre va sortir. Voilà, c'est à la limite, on garde le titre japonais et on fait l'annonce en disant voilà, tel titre japonais va sortir en France avec ce titre-là, parce que le titre japonais c'est le titre auquel chacun va se référencer, surtout les fans, et le titre français c'est un titre qu'on va traduire et tout, donc forcément voilà. Mais voilà, il faut pas tomber dans le piège pour moi de se dire voilà, c'est l'isekai, il faut mettre le terme isekai partout parce que c'est super vendeur et tout. Non, ça divise, c'est un genre qui divise, et on peut se restreindre d'un certain public, voilà, quoi, qui a pas aimé Sword Art Online, qui a pas aimé Monster ou autre, et se dire ah bah non, c'est la même chose, c'est un isekai, non, c'est un genre très diversifié, l'isekai, il y a tout. Esteban et Damien, vous qui avez travaillé sur le sujet aussi différemment, comment vous en êtes venus, comment vous pensez que l'isekai en France est perçu, comment on peut le populariser davantage, comment
En l'expliquant. Ouais. Justement, enfin, est-ce que vous avez par rapport à ce que vient de dire Guillaume Je pense qu'il a raison, effectivement. Enfin, moi, je connais des gens, l'isekai, ça les saoule, quoi. Enfin, on a la débauche sur le chat, il se reconnaîtra. L'isekai, c'est pas sa cam du tout. Hein. Ça, c'est vraiment des trucs qui. Et à côté, t'as des gens qui adorent ça, genre moi. Mais moi, j'en bouffe tout le temps. Donc, c'est vrai que c'est un cas particulier, mais il y a une majeure partie des gens qui seront là. Oh merde, encore un isekai. Fait chier, toujours la même chose là. C'est autre chose, quoi. Au-delà des lecteurs, c'est aussi les libraires. Parce que en discutant avec certains libraires, vrai. il y a certains libraires, ils ne pouvaient pas piffer tel ou tel titre. Et moi-même, chez Ototo, en discutant, ils disaient ouais, mais nous, on sait très bien de toute façon que voilà, les titres Ototo, on sait très bien à combien de lecteurs dans notre librairie on va les vendre, parce que vos titres, ils sont clairement identifiés. À partir de là, ça te fait plaisir parce que tu dis on a une communauté qui nous suit, mais moi je voyais ça d'un mauvais œil parce que je disais c'est vachement restrictif, quoi. Au final, le libraire, on sort un titre, il dit ouais, c'est un Ototo, on a que 5 titres. On a que 5 lecteurs, j'en prends que 5. Bah non, mais c'est pas la même chose, quoi. Mais est-ce que justement il se passe pas du coup la même chose qu'avec, je sais pas moi, Pokémon au début des années 2000, avec toutes les séries justement, avec des produits dérivés, des créatures, des jouets, des machins, où au moment où le film 3 sortait, il était boycotté par les salles qui ne voulaient pas le diffuser parce qu'ils disaient on en a marre, il y en a trop. Mais c'est ça, c'est est-ce qu'il n'y a pas une saturation de l'offre ou est-ce que justement on est qu'au début et c'est en train de percer? Pour le moment, pas encore. C'est ce que disait quand Alexis reprenait l'article du Monde, donc qui avait été écrit par Pauline, et dans lequel donc, Grégoire Hello, le directeur éditorial de Kurokawa, était interviewé. Et il disait voilà, on n'a pas encore. À l'heure actuelle, l'isekai, c'est pas comme le survival. Le survival game, où là, clairement, les Japonais, pareil, ils ont sucé jusqu'à la moelle le survival game en manga, en anime, etc. Et d'ailleurs, on en bouffe encore. Et les éditeurs français, ils ont fait la même chose. C'est-à-dire que on en a depuis 10 ans et on continue à en sortir. Et franchement, on mange un peu de tout, quoi. Il y a du très bon comme il y a du très très mauvais. En ce moment, il y a un peu du très très mauvais. Esteban ? Ouais. Moi, je vais rebondir un peu sur ce que dit Guillaume, parce que en fait, moi, je suis assez d'accord avec toi déjà pour dire qu'en France, on n'a peut-être pas encore cet effet de saturation, parce qu'il y a quand même une volonté de vraiment bien contrôler ce qui est. Voilà. Ce que je disais tout à l'heure, hein, vraiment, on peut voir popper 5 nouvelles séries ou 5 nouveaux mangas. Tu vois, par jour sur donc c'est monstrueux la production qui est effective. Quand je veux parler aussi de tout ce qui est isekai en France, pareil, moi je reviens sur l'utilisation du mot qui a fondamentalement pas forcément de sens. Parce que par exemple on va avoir plein d'isekai qui vont faire appel aussi à des mots que nous on emploie et qui conviennent déjà très bien. Par exemple, il y a un genre littéraire qui s'appelle la Robinsonade. Donc, oui. Donc vraiment, Robinson Crusoe, c'est quelqu'un qui arrive sur son île ou son monde alternatif, et en fait, il doit reconstruire un simili de civilisation. Et tu vois, ça va être, on a déjà du vocabulaire aussi pour décrire fondamentalement. Et beaucoup plus vendeur. Et voilà, avec peut-être plus d'arguments marketing. C'est ça, mais carrément. Ce serait beaucoup plus facile à vendre en utilisant voilà, c'est comme Robinson. Voilà, c'est beaucoup plus facile à vendre ça parce que déjà dans l'oreille des lecteurs et des personnes, ça sonne que l'isekai. Non, c'est pas. Très bien, merci beaucoup messieurs. On doit avancer, merci. Donc là, ça clôt notre première partie de débat. On revient très vite pour la seconde et on va s'écouter l'ending de Dotak Sign. Tout à fait. À 17h et avec Alexis et son équipe. Bref, de retour en plateau pour notre deuxième partie de débat sur les isekai. Alors, l'isekai, est-ce que c'est un bouleversement de la narration ? Je sais que Esteban, tu as pu parler de ce sujet, notamment à l'école normale supérieure, lors d'une conférence, et tu expliquais que finalement l'isekai était un renversement par rapport à la structure classique narrative du héros aux mille et un visages de Joseph Campbell. Voilà. Alors, dire que c'est un bouleversement, enfin en supposant qu'il n'y a rien eu avant les isekai, ce serait compliqué, prétentieux, tout ça, etc. Une antithèse plutôt. Voilà, peut-être c'est plutôt un opposé. En tout cas, la situation de base est généralement pas du tout la même, puisque donc tu parlais du héros aux mille et un visages. Donc typiquement, ça c'est le canevas narratif de n'importe quel neketsu. One Piece, Dragon Ball, etc. Un neketsu en 2 mots, ça serait... Un neketsu, c'est vraiment un manga qui met l'emphase sur les rencontres plus ou moins combattants de combat avec des antagonistes. Enfin, voilà. Il va y avoir un scénario qui est fait par la création, la rencontre d'antagonistes. Très bien. Et les héros deviennent de plus en plus forts, etc.
Ce qui est intéressant dans les isekai, et notamment plus particulièrement les tensei, c'est que en fait la finitude est exprimée dès le début du manga ou du scénario. Le héros ou l'héroïne, elle meurt immédiatement. Et c'est par cette finitude qu'elle va se reconstruire après. Donc tu vois, on n'est pas dans un schéma dans le sens où la finitude vient vraiment à la fin. Tu vois, la mort de l'être humain ne vient pas à la fin, là, ça vient au début. Et c'est tout ce qui est après qui vient. Et donc en cela, ça devient quelque chose d'intéressant. Parce qu'à partir de ça, à partir de ce postulat, ok, t'étais un salarié, on parlait tout à l'heure des salarymen. Voilà, t'as vu que ta vie, elle était telle qu'elle, elle te plaisait plus ou moins avant. C'est pas grave, maintenant, t'as la possibilité de construire quelque chose de dépassé. Et c'est ce qu'on rencontre régulièrement dans de nombreux isekai. Alors après, il va y avoir deux pistes. En gros, il va y avoir soit les isekai qui vont permettre à leur personnage de se développer, de progresser, soit tu vas avoir les isekai au contraire où en fait on va être dans du cheat mode. Et en fait, c'est le cas un peu de Slime, où quand cette petite boule bleue sort de sa grotte, elle est complètement pétée. Voilà. C'est exactement ça. C'est ça. Et en fait, tout l'enjeu narratif ne porte absolument pas sur le gain de compétences. Il ne porte pas sur simplement la rencontre d'antagonistes. Au contraire, ça porte sur comment en fait on va mettre en place des situations de vie. Dans Slime, on construit, c'est le programme, c'est la Robinsonade. On construit sa civilisation. Et on va mettre l'emphase après sur des situations de vie, etc. Pareil pour Remonster, pareil pour plein d'autres choses. Et aussi, il y a une emphase mise sur la ruse aussi. C'est-à-dire que c'est parce qu'on comprend les mécanismes du monde dans lequel on est qu'on peut tricher et qu'on peut passer entre les mailles du filet aussi. En tout cas, dans les mangas, c'est hallucinant parce qu'on peut se retrouver. La seule chose, le seul manga avant ma lecture des isekai qui avait fait ça, c'était Hunter x Hunter. Et parce que dans les isekai, ce que je veux dire, c'est on a des pages d'explication de règles. Et ça, on n'en a pas dans d'autres mangas, sauf Hunter x Hunter quand ils sont sur l'arc Green Island, de Green Island. C'est l'isekai. Bah voilà, moi je suis d'accord. Alors c'est compliqué parce que Green Island, ça se passe. Tout ça, mais je suis d'accord pour considérer de manière ontologique que Green Island, enfin l'arc de Green Island, c'est l'isekai. Mais tu vois, c'est ça en fait. On met l'emphase sur la compréhension de règles. Et du coup, tout l'enjeu, tout le plaisir de lecture ne repose pas fondamentalement sur des très beaux dessins de combat, mais au contraire sur le fait de voir son héros ou son héroïne comprendre mieux les mécanismes, etc. Damien? Moi je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit. Enfin, de toute façon, que ce soit le Naro ou pas, le Naro c'est justement le cheat mode, voilà, le Naroke. C'est effectivement de l'anti-shonen en fait, à mes yeux. Je pense qu'on a quelque chose de... On t'entend très mal, Damien. On est sur de l'anti-shonen sur le Naroke en fait. Je pense on démarre avec un personnage qui est déjà abouti. Et puis c'est les constructions qu'il va faire autour de cette histoire et qui vont faire le scénario. Alors un anti-neketsu, tu veux dire? Ouais, du anti-neketsu. D'accord. Mais ça expliquerait par exemple pourquoi alors je m'avance peut-être en disant ça, mais peut-être pourquoi le Shonen Jump ne s'est pas encore lancé là-dedans. Alors même s'ils ont fait Psyren avant, je crois. Alors Psyren c'est un peu isekai, ouais. Mais c'est pour ça que peut-être le Shonen Jump ne se lance pas à corps perdu là-dedans. Mais ils l'avaient interdit, non, dans leur concours, c'est ça? Ouais, parce qu'ils recevaient beaucoup trop. C'était Kadokawa qui l'avait interdit dans son concours. Kadokawa l'avait interdit. Ils ont été plusieurs à le faire. Il y a eu un concours de light novel aussi l'an dernier. Ça a été totalement interdit. Pas de light novel qui parle d'isekai. Et par exemple, après même ça en fait, même ce point-là, ça peut être un piège parce que là où donc dans le Neketsu, on va suivre un personnage qui se construit petit à petit, qui est un peu faiblard au début et qui va au fur et à mesure évoluer et gagner en force. Par exemple, si tu prends l'exemple de Re:Zero, au début, il est pas très glamour le personnage. Oui, non, d'ailleurs, il est toujours pas. C'est peut-être il prend son temps, l'auteur. Et c'est vrai que dans ce cas-là, ça prend pas. Là encore, on se rend compte qu'au final, dans l'isekai, il y a plusieurs routes, il y a plusieurs choix, et ça dépend vraiment des auteurs, de leur choix, de ce qu'ils décident de faire. Et puis il y en a qui vont balancer des nouvelles idées. Et là, dans ce cas-là, on sera plus. Il y en a certains qui vont dire, non, mais c'est plus un isekai parce que ça répond plus au code qu'on a connu jusqu'à maintenant. Non, c'est simplement une nouvelle route
qui a décidé de suivre un auteur en se basant sur une base qui était voilà l'arrivée dans un autre monde. Mais après voilà quoi, il y a plusieurs chemins, je pense. Karel, quelle vision du réel, quelle vision du virtuel, de la fiction là, dans les isekai? Est-ce que c'est un état transitoire, un échappatoire à la vie réelle? Alors, oui, effectivement, j'ai essayé de poser les bases de ça, mais j'ai une petite inquiétude sur l'isekai, c'est que pour moi, j'espère ne pas commettre un jugement de valeur en disant ça, mais j'ai un peu peur du ressort psychologique sur lequel ça joue, à savoir le virtuel, ou en tout cas les mondes alternatifs qui se construisent par simplement la soustraction du réel, en fait, sont plus confortables, plus agréables. C'est très agréable de lire un isekai. On suit un personnage qu'on apprécie, qui est souvent puissant, qui se fait assez rapidement apprécier par son entourage en tout cas. J'en ai peut-être pas lu assez, mais j'ai un peu peur justement que l'isekai au final ne dépeigne plus la fiction comme une invitation à y trouver des symboles pour agir sur le réel. En fait, et ça c'est une inquiétude que j'ai vis-à-vis du succès des isekai, c'est est-ce qu'au final on risque pas de perdre quelque chose si jamais il y a une génération entière qui se construit en lisant ça? Est-ce que ça va pas changer la réception? Il y a une génération entière qui se construit en jouant à Fortnite, alors tu sais. Touché. Voilà, je sais pas si vous avez des réponses à me donner autour du plateau, mais j'ai une inquiétude quand je lis les isekai là-dessus. C'est un problème parce que c'est des univers qui sont un peu fantasmés dans l'isekai. D'ailleurs, on le voit bien dans Re:Zero, lui c'était son kiff d'arriver dans ce genre de monde de fantasy. C'était les univers qu'il avait connus dans ses jeux vidéo. Il disait c'est génial, je vais avoir des pouvoirs, je vais être un super héros, je vais être un héros, etc. C'est génial. Mais le problème, c'est que voilà, c'est en ça que Re:Zero est intéressant parce que ça montre, il va à contre-courant de tout ce que voilà, de tous ces fantasmes qu'on peut avoir. Et comme tu le dis, le fait d'un fantasme, ça peut avoir des côtés positifs, mais ça peut avoir des côtés très négatifs dans le sens où on peut avoir des fantasmes sur tout et n'importe quoi, et quand un fantasme qui reste imaginaire, quand il peut devenir réel parce qu'on est dans un monde de fantasy où tout est possible, on se retrouve avec des thématiques qui sont exploitées mais qui sont très borderline quoi, comme voilà, on parlait tout à l'heure l'esclavage, le viol, la position des femmes, voilà, et clairement quand on parlait du bas du panier de l'isekai, effectivement, et même des fois il y a des licences qui sont disponibles en France, que ça soit en manga ou en anime, qui flirtent, voilà, il y a une ligne verte, elle n'a pas encore été dépassée, il faut faire attention quoi. Et justement, comment est-ce qu'on introduit ce dark side au public français? Clairement, on peut pas est-ce que t'es obligé? Voilà, non, mais c'est la question, c'est que si des éditeurs le font, comment est-ce qu'ils s'y prennent? Tu mets un pour public averti sur ton manga ou sur ton anime. Esteban? En fait, moi je nuancerais quand même entre nous, ce que nous on peut voir popper sur internet au niveau des teams de Scantrad, parce que moi c'était vraiment mon corpus. Quand je faisais mes recherches, en fait, je suis allé sur. Je vais pas citer les sites parce que c'est pas légal. Pas bien. Mais en gros, là, on tombait beaucoup sur des œuvres qui étaient auto-publiées. Donc, en fait, on allait sur tout simplement, on allait sur. Là, j'ai pas de site en tête, mais vraiment où n'importe quel mangaka ou artiste peut dropper sa BD. À Pixiv, par exemple. Par exemple. Et tu vois, on n'était pas sur. Tu parlais de Shonen Jump, c'était pas Shonen Jump qui prépubliait un isekai avec des questions qui posent des questions éthiques particulièrement complexes. Guillaume parlait du viol, etc., des relations générales hommes-femmes dans les productions japonaises. Donc tu vois, on n'en est pas à ce stade-là. Donc quand on fait l'hypothèse, toute une génération se bâtit par rapport aux isekai. Non, toute une génération se construit par rapport à One Piece. On en est encore là. Voilà. On en est encore là quand même. Donc, Isekai, ça reste une niche, même en France. Ça reste une niche. Tout ce qui est vraiment pré-publié, ça reste une minorité par rapport à toute la lecture que nous on peut en avoir en allant chercher ça sur Internet. Donc tu vois, par contre, là où je te rejoins, c'est que il y a le fond, le bas du panier des isekai. Il y a une espèce de catharsis, une complaisance pas très saine, une complaisance pas saine dans l'exploitation plutôt dans des représentations oppressives, tout simplement. Tu dis que l'isekai est une niche, mais on voit quand même dans beaucoup d'œuvres très grand public
des choses qu'on pourrait qualifier d'isekai. Je pense à Jumanji, à Ready Player One. Il y a beaucoup de choses sur le chat effectivement qui ont été données en première partie. La semaine a été évoquée également. On parlait du rapport aussi. Mais ils sont pas vendus, mais ils sont pas vendus comme isekai en fait là. Puis après, on est sur des œuvres qui sortent du corpus japonais, quoi, on va dire. Voilà, c'est l'avantage, c'est que à partir du moment où on commence à partir d'une production américaine et tout, il faut pas oublier que voilà, tout ce qui est japonais, ça reste très connoté en France et voilà, à partir du moment où on dit je travaille dans un truc qui est en rapport avec le Japon, quand c'est des personnes extérieures, on te regarde encore aujourd'hui malheureusement derrière, on te dit d'accord, ok, je travaille là ça. Si tu vends, par exemple, ce qui est marrant, c'est Sword Art Online, tu vois, il y a Sword Art Online qui passe à l'écran. Il y a un auteur, c'est l'auteur du roman Labyrinthe, qui a écrit un nouveau roman. Alors je ne connais malheureusement plus son titre. Et ce roman, ça reprend le principe même de Sword Art Online. Et il a écrit d'ailleurs, il y a quelqu'un à un moment qui lui a posé une question et il a dit mais là votre roman, c'est un peu ça fait référence à certaines choses. Il a dit carrément, il a fait ouais, effectivement, j'ai fait un voyage au Japon, je suis tombé sur un anime à la télé, j'ai kiffé le truc et j'ai voulu partir de cette base là. Mais clairement, je suis sûr que tu compares les ventes de son roman aux ventes du roman Sword Art Online qui sont bonnes, mais c'est plus du tout la même chose parce que on sort du contexte japonais, on est sur un contexte américain de l'auteur du Labyrinthe. Damien, toi qui es familier justement avec les isekai, qu'est-ce que tu penses de cette appropriation ? Est-ce que c'est une appropriation ? Non, c'était là avant, de toute façon. La Portal Fantasy, ça existe depuis, je sais pas, peut-être les années 50. Enfin, Stargate, ça date des années 90. Puis il y a eu Magicien d'Oz, Alice au Pays des Merveilles, le cycle de Mars. L'histoire sans fin. L'histoire sans fin, très important. L'histoire sans fin, bien sûr. Space Jam. Oui. Il fallait bien me pas mort, franchement. Bien joué. Très bien joué. Donc oui, non, c'est pas une réappropriation, mais par contre, peut-être que le fait qu'on arrive à un socle commun d'univers virtuel, qu'avec la science d'internet, du jeu vidéo, fait qu'on pioche dans une base existante universelle, en fait, tout simplement. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est justement à quel moment l'isekai va faire son trou à Hollywood. Est-ce que c'est possible ? Ça commence déjà. Ça commence parce que Sword Art Online va être adapté en série live par Hollywood. Mais Monster Hunter aussi, qui sera un isekai. Monster Hunter, effectivement. Ouais, c'est triste un peu. Je ne sais pas quoi faire de cette information. Mais qui, encore une fois, ne sera pas brandé comme étant un isekai. Non, je ne pense pas. Ça vaut peut-être même pas le coup en fait de le brander comme ça. Enfin, je veux dire ça. Tu vois des récits dans lesquels un personnage était téléporté dans un autre univers. Je veux dire c'est tellement banal que ça vient à se questionner. Mais pourquoi aujourd'hui on n'utilise que le mot isekai, tu vois. En vrai. Parce qu'il est pratique. Alors il est super pratique. Il y a aussi le fait que le Japon a toujours eu aussi une capacité à diffuser sa culture, notamment en France, parce qu'en France, on est des très gros consommateurs. Peut-être aussi que, tu vois, le débat qu'on a là aujourd'hui, il a lieu d'être que parce qu'en fait, on est tous les 5 Français francophones. Parce que, si ça se trouve, en Allemagne, c'est pas du tout un débat qui fait sens aujourd'hui. Ils utilisent le terme isekai, oui, effectivement, c'est... Mais en France, on aime bien les termes japonais. Ça donne un côté cool. On a non, mais même on a une communauté qui est très respectueuse, on va dire, des termes japonais et tout. Et on voit bien, par exemple, le fameux débat manga, ça prend un S ou ça prend pas un S. On dit anime ou animé. La francisation des termes japonais, c'est encore mango et animu. Voilà, tu vois, c'est très important. Rétablir la vérité. Donc isekai, on garde isekai et puis voilà quoi. On a parlé de l'isekai, donc un peu en manga, en anime, je sais pas comment on dit du coup, et à Hollywood. Rapidement, en jeu vidéo, puisqu'il y a quand même un lien très fort entre le jeu vidéo et l'isekai de base, mais est-ce qu'il y a des jeux vidéo où on est dans un isekai ? Qu'est-ce qui existe ? Il y en a un sur plateau. Il y en a deux. Il y en a 3. Non, mais il y a 4, il y en a 5. Comment on peut, en prenant, parce que l'isekai reprend les codes du jeu vidéo, beaucoup d'adaptés, notamment le jeu de rôle. Est-ce qu'il y a des exemples pour vous d'isekai qui ont été adaptés en jeu vidéo ou inversement qui sont réussis ? Chez Bandai Namco, on a Sword Art Online qui fait des jeux dérivés en VR. Oui, mais voilà, des jeux de baston, des trucs comme ça, comme ce qu'ils ont fait avec Dragon Ball, etc. Ça va pas forcément chercher travailler le concept d'univers parallèle. C'est plus des jeux dérivés, comme on en a déjà fait avec d'autres licences. Après, bon, évidemment, impossible de ne pas penser à Dotak. Oui, voilà, Dotak, c'était le premier qui est sorti. C'est aussi une première tentative, je dirais, du gros cross-média
avec des jeux vidéo, des animés, des figurines, des mangas, des romans, enfin voilà. Bon, ça c'est un peu cassé la figure en s'exportant, mais c'est une série qui est super intéressante parce qu'effectivement, quand on joue à Dotak, on est non seulement dans un univers parallèle qui est celui d'un VRMMO, mais il y a des énigmes qui reposent sur le fait qu'on va quitter le jeu et aller dans l'interface de l'ordinateur sur lequel on joue, par exemple. Donc ça brise un peu le quatrième mur, mais après, bon, ça va pas travailler, à part dans la série animée Dotak Sign qui fait vraiment quelque chose de l'univers parallèle et de la question de l'identité et du retour au réel. Le jeu n'interroge pas forcément ça très loin. J'ai fait que le premier pour l'instant, donc peut-être que ça se déverrouille un peu dans le deuxième, troisième, quatrième. Très bien. Esteban, c'est vraiment pour l'anecdote aussi. Je vous conseille de regarder parce que encore plus vieux, alors je ne sais pas si vous avez connu la série de jeux vidéo Ultima. Oui. Donc Ultima 7, qui est un isekai. D'accord. Donc début des années 90, en fait, on voit en fait la cinématique d'intro, c'est vraiment le joueur, donc qui est représenté. En fait, c'est l'écran, l'ordinateur du joueur qui est représenté dans la cinématique, qui est téléporté dans le monde d'Ultima. D'accord. Et donc on est dans de l'isekai, mais c'est anachronique parce qu'on n'utilisait pas ce mot-là. Mais aujourd'hui, on pourrait définir très bien le jeu comme... Un autre exemple, tu parlais de Space Jam, le Code Lyoko. Oui. Code Lyoko, on n'a pas cité Digimon, on n'a pas cité... Mais, mais c'est vrai que Code Lyoko, c'est... Last Action Hero sur le chat. Jumanji, pas le film, mais la série animée. Bien sûr. Oui, bien sûr. Totalement. Et un dernier jeu, parce qu'il y a Undertale peut-être qui pose la question, mais un dernier jeu, moi c'était Beautiful Joe. Beautiful Joe qui est un isekai pour plusieurs raisons. C'est qu'on incarne Joe qui est un gros nerd, donc qui emmène sa copine au cinéma voir des films de tokusatsu, dont sa copine se fait kidnapper par le robot géant qui a l'image, et lui il va carrément sauter dans la bobine pour aller la sauver. Et c'est parce qu'il est issu d'un monde extérieur qu'il va comprendre les codes du cinéma et jouer avec la bobine, faire des zooms, du dézoom, du ralenti, de l'accéléré, etc. Et en fait, il y a tous les codes de l'isekai appliqués à l'action plateforme. Et pour moi, Beautiful Joe, c'est un très bon exemple des idées derrière l'isekai mises en Très bien. Écoutez, nous allons conclure ce débat par une question simple et vous allez répondre de manière concise. Est-ce que du coup, finalement, la question qu'on a posée, est-ce qu'on peut y répondre maintenant? Est-ce que l'isekai est un genre? Karel? Non, j'ai grommelé en premier, donc c'est sur moi que ça tombe. Je ne pense pas. Je pense que c'est un buzzword pratique pour agréger un catalogue d'œuvres qui utilise des codes et des ressorts scénaristiques, esthétiques. Évidemment, ça permet de regrouper des œuvres, mais c'est pas pour moi un genre dans la mesure où avec un isekai tu peux tout faire. La preuve, on en disait tout à l'heure, Digimon, Beautiful Joe, Dotak, etc. Je rejoins Karel, on l'a dit, c'est très diversifié. Au final, il n'y a pas vraiment de code prédéfini, ça évolue toujours et ça continuera à évoluer, donc non. Esteban. Et moi, c'est dans la continuité de ce qui a été dit. L'isekai, ça ne vient pas définir une trame, un canevas scénaristique ou narratif. Ça vient définir un topos. Et après, c'est vraiment les auteurs et les autrices qui s'en emparent pour faire de la Robinsonade, pour faire du cheat mode, pour faire un développement, de l'exploration, mettre en place d'autres canevas déjà connus des récits. Mais sinon, la petite truc intéressant que moi j'aime bien quand même rappeler, c'est on renverse généralement on renverse la situation de base. C'est quand même quelqu'un, le personnage principal, c'est quelqu'un qui a fait l'expérience de sa finitude. Soit par la mort, soit par la téléportation, soit par tout ça. Mais voilà, il a exprimé une première fois, il y a eu une première vie, il y a eu quelque chose avant le récit, et ensuite ça aboutit sur quelque chose de nouveau. Et on laisse la parole le au prof. mot de la fin pour le prof. Moi je suis d'accord, de toute façon, l'isekai c'est pas un genre pour l'instant. Si ça évolue peut-être plus tard, mais dans l'immédiat c'est vraiment un buzzword, effectivement. Ça sert à agréger des œuvres personnes, et puis c'est tout. Puis ça sert à rassembler des gens, quoi. Oui, aussi, les fans, Voilà, exactement. les fans, ça permet que les c'est gens un terme se facile, regroupent pratique. autour d'un terme. C'est un terme pratique. Il y a Galaxy sur le chat qui dit une convention est un isekai. Je trouve ça beau. Et ce sera bête. donc le mot de la fin. Merci Karel. Vous savez ce qui nous attend maintenant? J'ai peur de savoir. Ben oui, parce que c'est l'heure du quiz musical. Merci beaucoup pour ce débat. Alors, c'est parti pour notre quiz. Les règles sont simples. 5 morceaux, 1 point par morceau. Si vous donnez une mauvaise réponse, eh bien, la main passe à l'équipe adverse. Le thème, et ça c'est
très très drôle aussi, c'est Isekai les miches en plein hiver, puisqu'il fait très froid. En ce moment, ouais. Et tout à donc, fait. ça va parler de jeux vidéo, de neige, d'hiver, de froid, un petit peu. Donc, uniquement jeux vidéo. 5 morceaux, peut-être 6. On verra si vous êtes sage ou pas. Équipe bleue, équipe rouge, est-ce qu'on pourrait avoir l'habillage, s'il vous plaît, en régie? D'accord, il faut que je meuble. Donc, vous allez voir, on va aller crescendo. Le premier morceau, ça va être vraiment un morceau de rapidité. Parce que je pense que tout le monde le connaît. Donc, je compte sur vos réflexes pour donner le nom. Il me faut le nom du jeu exact aussi, et puis s'il est sorti sur plusieurs plateformes, éventuellement la plateforme aussi. Qu'est-ce qu'il y a, Damien? Je te sens pas. Ah non, moi je suis nul en jeux vidéo, mais on va voir. D'accord, Tu as Esteban, on a veillé à ce que la qualification des plateaux soit très bien. Voilà, soit équitable. Eh bien, si la régie est prête, on va partir avec le premier morceau. Ah, Mario 64, ça. Pardon, il faut dire. Non, c'est très bien. C'est très bien. Super, Mario. Oh non, c'est pas la montagne Glagla, un truc comme ça. Exactement, voilà, il y a la montagne Glagla en plus. Monsieur donc, Colina, non, je conteste. mais c'est moi cette fois qui ai les rênes du quiz parce que vraiment je me suis fait martyriser pendant ce quiz pendant des mois, donc là je profite un petit peu. Second morceau, s'il vous plaît. Metal Gear Solid. Journey. Non. L'équipe bleue, la main est à vous. C'est un jeu qui est sorti en 2018. C'est God of War, non? Non, Ah merde. c'est un jeu qui est sorti en 2018 et qui a eu une mise à jour conséquente en décembre dernier qui le fait passer de très bon à excellent. C'est pas Monster Hunter World? Non, c'est un jeu. Alors là, bon, Attends, non, mais. Donc un jeu sorti en 2018. ce jeu sorti en 2018, premier semestre, et qui était très bien, mais qui manquait un petit quelque chose pour que ce soit vraiment un jeu très très bon. Je vais me casser les dents. Enfin, l'équipe d'en face, ça peut être une. Non, réponse, vous n'avez hein. pas d'idée? De toute façon, vous avez un point d'avance, donc vas-y, Karen. The Bard Oh là State là, 4. mais non, c'est un jeu de gestion. Oh oui, je l'ai. Ah, je l'ai. Attends, c'est notre tour, attends. 5 secondes. 4, 3, allez. 2, Putain, c'est. Pardon, j'ai dit un gros mot. 1. Il me faut une réponse, messieurs. Et bien, la main passe à l'équipe rouge. Frostpunk. Exactement. Bravo. Donc, Bien joué. jeu de gestion sorti l'année dernière et qui manquait justement un mode infini, ce qui est quand même dommage pour un jeu de gestion. Et ils l'ont amené avec un patch en décembre et ça rend vraiment le jeu excellent. J'avais l'impression que ça allait être simple, donc on verra bien. Le troisième morceau, s'il vous plaît. Je me venge, hein, je vous l'avais dit. Ah ouais, Je vois rire en régie. là. Tu jubiles, ça se voit. Hein. C'est un jeu sorti en 2001 sur PlayStation 2. C'est un JRPG. C'est un Star Ocean 3, non? Non. Apparemment, les jeux japonais, c'est pas trop. C'est un jeu japonais très connu. Enfin, une saga de jeux très connue. C'est Final Fantasy X. Exactement. Bien. Oui, exactement. C'est la musique du Manga Gazette où quand Kimari retrouve les siens. Voilà, un grand moment, un excellent jeu. Et du coup, est-ce que FF10 est un isekai? Non, on en a Oui. déjà parlé. Oui. Bon, bref. Donc 2-1 pour l'équipe bleue. Alors là, je vais donner un indice. Avant, encore sur PlayStation 2, on est en 2000. Quatrième morceau, s'il vous plaît. C'est un jeu de sport. 1080. Non. Non. Je l'ai, SSX. Exactement. Ah, c'est Yes. ça. Avec le premier EA Sports. Sorti en 2000, c'est le thème principal de SSX. Très bien, donc ça nous fait 2-2 si je ne m'abuse. En régie, est-ce que vous avez compté? D'accord, bah, on va dire que ça fait 2-2, comme ça c'est bien, parce que le dernier... Donc il existe officiellement un pire Léon Zitrone que moi. Pour paraphraser là. Je comprends que être ici n'aide pas à compter les points. Bref, Bien. 5e morceau, attention, juste si vous allez peut-être trouver très vite de quelle saga il s'agit, mais il me faut le titre du jeu et la console. C'est parti, pas forcément la console, on verra, c'est parti. Non, c'est pas GoldenEye. Non. Bah non. Je crois que PJ a trouvé en régie. Non, ça c'est quand même... Ça vous dit rien ça? Ce son là qu'on entend?
Moi, ça m'évoque les trompettes de Dragon Quest 11, mais c'est tout. je l'ai pas. C'est une adaptation de film. Ça me dit un truc si. De film. Une saga de film qui est probable. Ouais, donc PJ, tu l'as pas en fait. C'est probablement la plus connue saga de film. Star Wars. Star Wars. Voilà, on est sur la bonne saga. Star Wars, bon, épisode 5, PlayStation du coup, 1. sur Super NES. PlayStation 1, Star Wars. C'est effectivement Super Star Wars The Empire Strikes Back sur Super Nintendo, Karel. Bravo, Voilà, bah écoute. bravo, écoute, je vais aller la chercher avec les dents, celle-là. bravo. Eh bien, bravo, Karel. Est-ce que tu mets le 6ème du coup? Je pense pas. On n'a pas été sage? Allez, le 6ème, mais vraiment, je vais vous aider parce que. Je suis bon joueur, hein, je voulais Et gagner. Super Banco, du coup, si vous l'avez, c'est pour très vous. sympa. C'est parti. C'est un jeu sorti en 2014. Ça vous pensez à quel constructeur ça? Sur quelle plateforme à votre avis? Nintendo Nintendo. DS. On est sur Nintendo, oui, on est sur Alors, Nintendo. DS, 3DS. J'aurais dit, tu m'as dit 2014, donc c'est pas ça. J'aurais dit Knights Christmas Editions, mais non. Non. Parce qu'il y a les cloches, tout ça, mais du coup. C'est un jeu de sport. Du sport. Mario Mario Sports Kart, Mix. On Non. touche quelque chose là. Je l'ai. Bah, C'est aux Jeux Olympiques. alors, C'est Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Quelle année d'hiver. Quelle année 2014. 2014. voilà, effectivement. Et c'est le thème de quelle épreuve, à votre avis? Le curling. Et oh, voilà. Ah bah non, bah là je suis obligé de, je suis obligé de te donner la Tu victoire. fais du curling avec Vector l'alligator, c'est fantastique. Bon bah écoute, voilà, vous avez trouvé le jeu, mais Karel a trouvé l'épreuve, donc je suis obligé de lui donner un point supplémentaire, ce qui fait qu'il doit y avoir 4-3 ou quelque chose comme 3 ça. à Bref. 4. 3 et 4. ouais. Bravo l'équipe rouge, vous êtes les grands vainqueurs de ce Bah, quiz. merci, Karel. Ah, vas-y, on travaille avec vous. Merci. Donc ça fait 4-3 et c'est la fin de notre quiz musical. Messieurs, nous approchons de la fin de notre émission. C'est l'heure des recommandations. Esteban, est-ce que tu as quelque chose à nous recommander? Eh bien, moi, ce sera peut-être un petit peu daté, quoique toujours aussi important. C'est en décembre dernier. Je suis allé voir Spider-Man Into the Spider-Verse. Et je ne sais pas si ça a déjà été recommandé ici, mais je ne peux Abondamment. Ça a été recommandé, critiqué, Je pense donc qu'il faut aller le voir. tout à fait. Puis la bande son, elle est magique. Merveilleux. Quoi. La BO, La version française, j'ai été très étonné parce qu'elle est sublime. Ouais. Donc vraiment, j'ai totalement apprécié mes 2 heures de ciné. Et la seule chose que je voulais faire à la sortie, c'était d'y retourner directement. Donc Très vraiment, bien. j'ai adoré. Donc allez voir, je pense qu'on est tous d'accord. Hein. Il mérite votre amour, euh, il mérite votre amour et il mérite d'autant plus votre argent. Votre argent. Votre Voilà. argent. D'autant plus qu'il en a besoin. Il en a besoin, d'accord. Karel, puisque tu as la parole. Très rapidement, moi c'est un isekai dont on n'a pas parlé dans le déroulé de l'émission, mais c'est l'autre monde. Moi qui suis là maintenant, le titre complet. C'est un isekai assez particulier parce qu'il est sorti en 99, donc il fête ses 20 ans cette année. Et c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Shu et qui va en fait arriver dans un monde parallèle, façon un peu Laputa, façon Château dans le ciel, c'est-à-dire belle fille qui se fait kidnapper par des robots, etc. Et en fait, quand il arrive dans le monde parallèle, dans l'épisode 2, il s'aperçoit que la réalité est tout autre, que ce n'est pas du tout une aventure D'accord. qu'il va vivre, c'est plutôt un traumatisme, c'est atroce. Il y a des enfants Super reco, alors. C'est atroce, très bien. il y a des enfants soldats, il y a de la torture, il y a des choses. C'est très très compliqué à regarder. Vraiment, je recommande pour un public très averti. D'accord. Mais c'est une expérience de Japanimation absolument unique. Vous ne trouverez pas ça dans une autre série. Je crois, Esteban, que tu l'as vu. C'est la tristesse incarnée, je crois, pour reprendre tes mots. D'accord. Le premier épisode annonce tout, tu vois. D'accord. Pas tout, il annonce pas tout, il y en a quand même sous le pied. Mais si vous n'avez pas envie de voir l'apocalypse, C'est bien vous pire. pouvez toujours l'annuler dans Into the Breach sur Switch, auquel je joue en ce moment et qui est absolument fantastique. Voilà. C'est bien noté, Guillaume. Écoute, en manga, je vais 1, 2, 3. Ça sera Pétale de réincarnation qui est sorti chez Komiku. Alors maintenant il y a 8 tomes de sortie qui est absolument moi c'est un titre que je recommande d'une part parce que voilà il y a cette première lecture, ça me fait un peu penser à Bungo Stray Dogs. En gros il y a des on est dans l'humanité, il y a
un arbre qui permet qui donne des branches, et ces branches en fait c'est des branches de réincarnation. En gros, grâce à celle-ci on peut grâce ou à cause de celle-ci on peut se tuer, et en se tuant on va se réincarner, mais on va se réincarner en obtenant les pouvoirs d'un héros des temps anciens ou des temps modernes. C'est-à-dire que voilà, on va pouvoir se réincarner en Napoléon, on va pouvoir se réincarner en Hitler. Donc voilà, héros, pas héros ou méchant. Mais en gros, voilà, on va avoir leurs pouvoirs, et il va y avoir un conflit entre les humains et ces revenants. Et même au sein des revenants, il va y avoir les bons revenants et les gentils revenants. Et donc c'est super intéressant, parce qu'il y a cette première lecture où c'est vraiment action, combat, etc. Et il y a la seconde lecture où on peut vraiment apprendre on peut vraiment découvrir des personnages historiques, des figures historiques. Et moi je kiffe quoi. Voilà, franchement j'ai toujours mon ordi à côté pour faire 2-3 petites recherches. C'est vraiment moi quand je me réincarne en dictateur, du coup, nous dit la débauche sur le chat. Exactement, voilà, non mais effectivement. Benjamin, on t'embrasse très fort. Damien? Alors moi je fais rien comme tout le monde, du coup j'en ai 3. mais il fallait attention, dire, alors, tu prends des ailes, attention. Ouais. Donc déjà Brave Story. Alors en manga c'est beaucoup plus dur qu'en roman, mais les romans sont durs à trouver et les mangas aussi, et c'est dommage. Donc regardez l'animé, il sera plus facile à choper, et c'est dommage parce que c'est le moins bon des 3. Il y a Poumpa Poum à la librairie à Poumpa Poum à Paris. Voilà. Ils les ont sûrement en occasion. Il y a des chances, c'est possible. Le deuxième, c'est un manga, c'est Dungeon Black Company, Chez Comico aussi. qui est une version isekai de Kaiji, on va dire, avec un mec qui est criblé de dettes, qui va être obligé de bosser pour les effacer, et qui va monter magouille sur magouille pour essayer de s'en tirer plus vite que prévu, et qui finit toujours par être encore plus criblé de dettes. D'accord. Il s'en sort jamais. Et c'est une jolie critique du système nippon corporatiste, donc à suivre. Et ma dernière reco, c'est les 12 royaumes, qui est clairement mon isekai favori de loin et de très loin. Un des rares sortis en roman il y a très longtemps chez Milan. Là par contre il va être galère à trouver. Il va être très galère à trouver. Alors les premiers tomes sont faciles à choper, ça va être aux alentours de 1€ d'occasion, et les derniers c'est plutôt aux alentours de 100 balles. Ouais, voilà. Publié chez Milan si je me souviens bien. Ouais, chez Milan, ouais. Ils ont sorti les 12 tomes, ce qui est quand même très rare pour un... Oui. C'était un des premiers light novels sortis en France, je pense. Surtout qu'ils en avaient arrêté pas mal. Ils en avaient arrêté pas mal, ouais, tout à fait. Donc à Très suivre. bien, merci beaucoup. En ce qui me concerne, je vais recommander quelque chose qui n'a rien à voir, mais les vacances ont été l'occasion de ressortir mon casque de PSVR et de jouer à Tetris Effect. Et c'est vraiment une super expérience. C'est un Tetris assez basique et classique dans sa construction. Il n'y a pas énormément de modes de jeu, mais ça marche très très bien avec la VR. Et plus globalement, la VR, il y a quelques titres pas mal sur PSVR en cette fin d'année. Depuis qu'ils ont sorti Beat Saber, ils ont sorti Super Hot, ils ont sorti aussi ce petit jeu de Astrobot Rescue Mission, je crois. C'est un jeu de plateforme. Enfin bref, du coup, il y a eu des promos pas mal pendant le Black Friday, donc ça peut valoir le coup maintenant d'avoir un casque de VR. Donc si vous en avez un qui prend la poussière, jouez à Tetris Effect. Vous pouvez y jouer d'ailleurs sans VR, mais je pense que c'est mieux vraiment avec la VR, et il n'y a pas de risque de motion sickness puisqu'il n'y a pas de déplacement ni quoi que ce soit, donc c'est vraiment très très bien. Merci beaucoup pour vos recommandations, merci beaucoup pour ce débat, merci beaucoup pour ces critiques. Messieurs, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Guillaume? Bah écoute, moi ça sera sur les réseaux de Japan FM, j'ai envie de dire, sur les réseaux de Japan FM pendant toute la semaine, et puis après voilà, j'ai mon émission donc qui est le samedi, tous les premiers samedis du mois. Ça s'appelle comment? Au Pai Palace, tous les premiers samedis du mois de 21h à 22h30. Et sinon la semaine prochaine, on a lancé un nouveau concept d'émission qui s'appelle Akiba Battle, qui est en direct du temps des cerisiers à Issy-les-Moulineaux, et c'est en gros un burger quiz mais version otak geek, voilà. Donc voilà, très bien. Voilà, on peut accueillir. Ça a l'air pas mal ça. Voilà, on peut accueillir du public puisque l'espace est vraiment voilà, c'est porte ouverte. Donc je me frotte les mains. Esteban? Et ben moi c'est sur Twitter ou sur YouTube, Esteban Green, GRINE tout simplement, et puis aussi sur mon blog chroniquevideoludique.com. D'accord, très bien. Bien écoutez, merci beaucoup. C'est la fin de ce numéro 78 d'Hyperlink. C'est la fin des choux. Alors, la semaine prochaine, Karel, je te rends ton siège. Oui, il paraît, ouais. Tu vas parler de quoi? Alors, la semaine prochaine, on va parler... Bonne question, lol. Non, la semaine prochaine, on va parler pour la sortie de Creed 2, on va parler de Rocky, et de la saga Rocky, et du mythe de Sylvester Stallone, et de la success story à Hollywood. Très bien. Et on recevra Thibaut Gomez-Léal et un membre mystère de l'équipe de Monsieur Bobby. Très bien, et bien merci beaucoup à tout le monde sur le chat pour vos réactions. Merci Damien d'être venu jusqu'ici pour nous éclairer. Merci Karel d'être chroniqueur. Et merci pour tes
interventions. Encore merci aux invités, merci à tout le monde en régie. Pas merci is no good. Hein. Merci Léo, merci Léo, merci Ildebrando d'être venu, merci tout le monde. On vous aime. Encore bonne année et à la semaine prochaine. Bisous. Bye. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.